Salut à tous, vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com. Et c'est la revue de presse interactive économique aujourd'hui. Nous allons être dans quelques secondes avec Stanislas Jourdan, responsable du site revenudebase.info, pour parler, vous l'aurez deviné, du revenu de base aujourd'hui. Alors Stanislas Jourdan, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour à toi. Alors tu es en Grèce aujourd'hui, si j'ai bien compris, à Athènes. Voilà, tout à fait. Voilà pourquoi on fait cette émission via Skype, et nous aurons aussi Ralph Kundig un peu plus tard dans l'après-midi, sans doute aux alentours de 15 heures, pour parler de l'initiative citoyenne en Suisse sur le revenu de base. On va parler des nouveaux détails sur cette initiative citoyenne. Ça, ce sera dans une deuxième partie d'émission avec Ralph Kundig, qu'on contactera par téléphone un peu plus tard. Alors Stanislas Jourdan, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne connaissent pas et présenter ton action et ton parcours ? Bonjour à tous, oui, je m'appelle Stanislas Jourdan, j'étais journaliste dans une vie précédente et puis depuis 3-4 ans, j'ai créé le site revenudebase.info, site d'information sur le revenu de base qui est devenu ensuite le site du mouvement français pour un revenu de base, puisque j'ai également participé à la création de cette association qui regroupe aujourd'hui 400 adhérents en France, qui militent activement donc, pour l'instauration de ce droit à un revenu inconditionnel pour tout le monde. On t'avait déjà reçu, Stan, avec d'autres invités de ce mouvement justement pour un revenu de base en France. Effectivement, on s'en souvient avec Amarou Mbappé notamment. On avait aussi reçu des économistes, Marc de Basquiat, Yolande Bresson, pour parler de toutes ces questions. Christina Lambrecht aussi, qui elle est plus du côté de la Belgique. Béatrice Duparc qui nous avait parlé de la Suisse. Donc on a déjà parlé du revenu de base à cette antenne avec ce mouvement, et on est très heureux de le faire à nouveau aujourd'hui. Même si beaucoup de nos auditeurs, je l'ai dit, ont déjà entendu des émissions au sujet du revenu de base, je pense qu'il est toujours important en début d'émission de rappeler les bases précisément de ce revenu de base. Qu'est-ce que c'est le revenu de base ? Comment on le définit ? Et ensuite on parlera évidemment de pourquoi ça peut être intéressant de l'implémenter en France. Donc c'est quoi le revenu de base exactement ? Alors, le revenu de base, c'est l'idée en fait qui consiste à donner un revenu à tous les citoyens, sans condition, donc sans condition de ressources ni de contrepartie. Donc vraiment, tout simplement, l'idée c'est que l'on soit, qu'on ait un emploi, qu'on soit à la retraite, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Tous les citoyens, en fait, quelle que soit notre origine sociale, professionnelle, familiale, on aurait tous droit à un revenu. Donc ce revenu serait pas exorbitant, mais suffisamment pour couvrir les besoins de base de tout le monde. Sachant que la grande idée derrière le revenu de base, c'est comme il est inconditionnel, on peut le cumuler avec toute autre forme de revenu. Et ça, c'est vraiment la grande différence avec ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple le RSA en France, puisqu'aujourd'hui le RSA n'est pas cumulable. Donc le RSA est un revenu pour les pauvres, le revenu de base c'est un revenu pour tout le monde, parce qu'on est citoyen, parce qu'on a le droit d'exister. Et donc, on reçoit ce revenu qu'on peut cumuler avec d'autres formes d'activité. Oui, autre différence avec le RSA tel qu'on le connaît actuellement, le revenu de base est inconditionnel, tu l'as dit. Donc, tandis que le RSA actuellement, il faut faire monstration de sa pauvreté, il faut prouver qu'on est vraiment pauvre, ce qui ne serait pas du tout le cas avec un revenu de base qui serait donné à chacun sans condition, tu l'as dit, de race, de religion, de revenu, de conditions sociales, de couleur des yeux ou quoi que ce soit. Ouais, donc pour le dire autrement, l'idée c'est que c'est pas de donner un revenu à tous parce que tout le monde en a besoin. Non, effectivement, il y a des gens qui ont, par leur travail ou par leur capital, etc., ont suffisamment pour couvrir leurs propres besoins. Donc le revenu de base, ces gens-là vont aussi le toucher. Mais on veut pas mettre en place pour aider ces personnes-là en particulier. L'idée, c'est au contraire en fait que universel, il va enlever le côté stigmatisant des choses qu'on connaît aujourd'hui comme le RSA qui en fait punissent, sont vraiment dans un caractère punitif où les gens, il faut qu'ils se mettent, j'ai envie de dire tout nus devant les assistants sociaux pour prouver qu'ils sont pauvres, pour prouver qu'ils méritent l'assistance de l'État. Et voilà, nous on estime que chacun de base a droit à un minimum d'assistance en fait. Donc voilà, tout le monde a droit à une forme de revenu qui permet de s'exprimer dans la société en fait et de participer à la vie de la cité. Alors, il y a beaucoup d'opposition dans les milieux du pouvoir. On se souvient notamment, tu l'as peut-être vu il y a quelques semaines, Jacques Attali était face à Étienne Chouard dans l'émission Ce soir ou jamais, et la question du revenu de base est venue sur la table par le biais d'Étienne Chouard.
Et Jacques Attali y a répondu de manière assez méprisante. Alors est-ce qu'on peut reprendre un peu les arguments de Jacques Attali et essayer d'y répondre ici? Il a dit notamment, si vous donnez un revenu de base, tout le monde va être démotivé, plus personne n'aura envie de se lever le matin pour travailler, pour accomplir des choses et pour se réaliser. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Stan? Bah, je réponds à ça que je pense que Monsieur Attali n'a pas dû rencontrer beaucoup de gens dans sa vie, ou en tout cas, il n'a pas dû rencontrer les bonnes personnes, puisqu'en fait, quand on pose la question aux gens, est-ce que si vous aviez un revenu de base, que vous arrêteriez de travailler? Et je vous invite, enfin voilà, je pense que tous les auditeurs peuvent peut-être nous répondre à cette question, mais voilà, quand on pose cette question aux gens, personne ne répond qu'il va personnellement arrêter de travailler. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse. Et par contre, effectivement, quand on pose la question, ouais, mais est-ce que les autres, alors les autres, c'est toujours un peu tout le monde et personne, mais quand on dit, est-ce que les autres vont arrêter de travailler, là, effectivement, on a ce préjugé selon lequel les autres. Donc, en fait, le problème, il est vraiment dans cette réaction de Jacques Attali, mais que effectivement qu'on rencontre souvent nous en tant que militants de Base. En fait, c'est avant tout une question de confiance, quoi. C'est-à-dire on est dans une société où on se fait plus confiance, on pense que chacun est un profiteur, et donc effectivement, le revenu de base dans ce schéma de pensée-là, il est absurde. Sauf que dans la réalité, tout le monde en fait veut être utile, tout le monde veut se sentir utile pour les autres et pour soi-même. On veut tous s'épanouir dans les activités qu'on a au quotidien. Et donc le revenu de base ne va pas du tout empêcher ça. Au contraire, il va permettre à chacun de pouvoir d'avoir la liberté, un peu plus de liberté pour faire les choix de vie qu'il préfère, se payer des études, se payer des formations, des stages tout au long de la vie. Il va voilà, permettre au contraire à chacun d'exprimer ses talents. Et j'ai envie de dire à ceux qui souvent vont me répondre oui, mais il y a quand même un grand nombre de gens c'est-à-dire que d'accord, dans la norme, la plupart des gens sont comme ça, mais quand même pas tous. Et je pense qu'il y a vraiment deux choses à répondre à ça. C'est-à-dire que des profiteurs, effectivement, il y en a quelques-uns, je ne conteste pas. La question, c'est est-ce qu'on veut faire des politiques publiques? Est-ce qu'on veut faire des lois juste pour empêcher les 1% de profiteurs de profiter? Ou est-ce qu'on veut faire des lois pour 99% des gens qui sont de bonne foi et qui veulent participer à la société? Et enfin, si vraiment on voulait que les 1% de profiteurs se mettent au travail, bah, écoutez, là, je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qu'un économiste ou un politicien peut faire. Je pense que là, il faut s'adresser plutôt à des psychiatriques dans le cas des personnes qui ne veulent absolument pas participer à la société. Je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, dépasse ce que peut faire un politicien ou un économiste. Et ce rejet du revenu de base de la part de Jacques Attali, on le comprend d'autant moins que c'est dans ses dernières interventions télévisées, je ne sais pas si tu l'as vu dans ses politiques samedi dernier, ou dimanche dernier, on en a parlé avec les auditeurs dimanche, il a répété à plusieurs reprises, il a même beaucoup insisté sur le fait que justement, il n'y avait plus rien à attendre de l'État et que c'était finalement aux citoyens de se prendre en main et de se réaliser eux-mêmes. Il a beaucoup insisté sur cette notion de se réaliser soi-même. Ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est pourquoi rejeter l'idée du revenu de base qui, justement, permettrait peut-être à beaucoup de gens de se réaliser eux-mêmes, de ne plus avoir cette pression économique qui les oblige à travailler dans des métiers qu'ils ne veulent pas chaque jour et finalement de pouvoir, le revenu de base leur permettrait peut-être de pouvoir s'orienter vers ce qui leur plaît vraiment. Donc j'ai du mal à comprendre comment Jacques Attali ne voit pas l'intérêt du revenu de base dans sa vision apparemment philanthrope de vouloir que tout le monde se réalise, que tout le monde s'accomplisse. Ben justement, le revenu de base me semble être un bon outil, je pense que tu seras d'accord. Bah effectivement, je suis d'accord avec toi et c'est un paradoxe, c'est-à-dire que je suis en grande partie avec l'analyse de Jacques Attali quand il dit que l'État ne peut pas tout, etc. Effectivement, l'État, sous la forme actuelle d'un État bureaucratique porté par une administration énorme pour en fait micromanager le pays, parce que c'est un peu dans ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on attend un peu tout l'État, mais dans chaque petit domaine. Donc c'est pour ça qu'on a un système de protection sociale extrêmement complexe, parce que on a confié à l'État énormément de tâches, qu'on essaye de résoudre d'une manière très complexe. Et donc le revenu de base, il dit qu'on peut avoir moins d'État, mais qu'il soit d'un État tout aussi utile et tout aussi qui aura un rôle dans la société tout aussi important, mais dont le poids et l'intrusion dans la vie des gens serait moindre. Donc en fait, c'est une question, on n'est pas dans la question finale, c'est pas plus ou moins d'État. La question, elle est qualitative. Elle est quelle action pour l'État et comment il peut se rendre utile sans être une entrave aux agents économiques, enfin, aux citoyens, sans avoir ce côté pervers qu'on connaît aujourd'hui à l'État.
Oui, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de citoyens ont du mal à comprendre. D'un côté, les impôts augmentent, mais les allocations baissent. Du coup, on se demande à quoi sert vraiment cet État, où va l'argent, à quoi il sert. Alors, si on regarde la dette, hein, qui a passé le cap des 2000 milliards d'euros, on se rend compte que 60 milliards par an partent à des gens qui sont déjà riches, qui n'en ont pas besoin, et pour eux, c'est un revenu de base plus qui leur tombe dans la poche chaque mois sans qu'ils aient grand-chose à faire. Donc, finalement, ce que vous voudriez avec le revenu de base, c'est que chacun puisse profiter de cette rente et que chacun puisse avoir accès à un partage équitable de la richesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque une minorité touche finalement une infinité, enfin infiniment plus que l'immense majorité des citoyens. Effectivement, c'est une question de justice sociale. Quand tu dis que quand tu parles de l'évasion fiscale, par exemple, des riches eh ben, en fait, on se rend compte que une des raisons pour lesquelles les gens vont mettre leur argent en Suisse ou en Russie ou je sais pas où, c'est qu'ils ont le sentiment que la manière dont l'État gère aujourd'hui la redistribution, comment ils gèrent leurs impôts, n'est plus du tout efficace et au final ne bénéficie pas aux bonnes personnes. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui n'ont aucun problème vis-à-vis de la notion d'avoir un système de solidarité. C'est moi aujourd'hui ne cautionne plus en fait finalement l'inefficacité du système actuel. Donc voilà, c'est une question de justice sociale et c'est effectivement l'idée de revenu de base, simplement de dire qu'il y a une partie de la richesse, une partie on va dire du PIB, même si je trouve que le PIB est un très mauvais indicateur pour mesurer la richesse, mais dire qu'il y a une partie de ce PIB qui en fait n'est pas expliquée, n'est pas ne peut pas être attribuée seulement aux actionnaires ou aux travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce PIB qui vient du fait qu'on a des infrastructures en France très compétentes, très utiles, comme je sais pas, le chemin de fer, du fait qu'on a l'éducation publique, du fait qu'on a une culture, une langue qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde. En fait, c'est ce que Yolande Bresson appelait le tiers facteur productif ou le champ magnétique économique, qui fait qu'il y a quelque chose d'invisible qui crée la richesse en plus. Et donc, selon par exemple Yolande Bresson, un économiste qui vient d'ailleurs malheureusement de décéder cet été. Selon lui, il évaluait cette manne productive, ce tiers facteur de production, à environ 15% du PIB. Alors, je serais incapable d'expliquer les détails économiques, les calculs qui l'ont conduit à ce résultat, mais voilà, certains économistes arrivent à estimer cette part de richesse qu'on ne peut pas mesurer totalement, mais qu'on peut pas non plus, dont on ne peut pas vraiment retracer l'origine. Et donc finalement, la manière la plus juste de répartir cette richesse-là, c'est de la redonner à tous les citoyens en forme de revenu de base. Alors, il y a aussi la vision philosophique du revenu de base qui est intéressante, qu'on aborde parfois un peu moins, mais qui est finalement un changement dans notre dogme et notre façon d'appréhender la société, d'appréhender l'organisation de la nation. Et c'est l'idée que finalement, ce n'est pas à chacun de se battre tous contre tous pour obtenir de quoi survivre, mais que c'est finalement à l'État de reconnaître que chaque citoyen a une valeur au-delà de son statut social, au-delà de sa couleur de peau, au-delà de sa religion, au-delà de toute condition qu'il prédéterminerait. Et d'ailleurs, c'est finalement dans l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, tout homme naît libre et égaux en droit, ce qui sous-entend que si on a beaucoup d'argent, enfin on le sait très bien aujourd'hui, si on a beaucoup d'argent, on a clairement plus de droits, plus de liberté que les autres parce qu'on a plus de possibilités. Et finalement, le revenu de base serait revenir à l'origine de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, qui est de dire tout le monde doit être libre et égaux et doit avoir les mêmes possibilités d'accession au bonheur. Ça, c'est plus les Américains qui en parlent comme ça, mais voilà, on est dans cette idée-là. Donc le revenu de base permettrait de renouer aussi avec ces idéaux des Lumières d'une façon différente de ce qu'avaient pu envisager à l'époque les Rousseau, Voltaire et autres. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, je pense qu'en gros, 200 ans, il y a 200 ans, je pense que le pouvoir de l'argent n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Puisqu'en fait, les gens avaient la possibilité d'avoir un lopin de terre qui pouvaient cultiver, donc ils pouvaient peut-être au moins se nourrir par eux-mêmes. Et puis, il n'y avait pas autant de... La propriété privée n'était pas aussi concentrée dans la main de quelques-uns. Donc, il y avait beaucoup plus la possibilité de vivre en autosuffisance, quelque part, à sa petite échelle. Aujourd'hui, on est dans un système où déjà il y a une concentration urbaine. Donc les personnes qui avaient des propriétés dans les grandes villes il y a quelques années, ils ont pu faire fructifier énormément leur capital terrestre, leur capital immobilier en construisant des immeubles, en louant ces immeubles ensuite. Donc il y a un effet de concentration euh, des gens, de la population dans les centres urbains qui profitent à la minorité qui possède les terres
de ces zones urbaines qu'ils peuvent donc du coup louer à des gens qui avant étaient peut-être propriétaires mais maintenant doivent louer. Et en plus, ces gens-là n'ont pas accès à une terre qu'ils peuvent cultiver, donc ils sont obligés d'avoir de l'argent pour acheter des produits dans les supermarchés ou les magasins, les marchés, etc. Donc effectivement, je pense que il y a 200 ans, on ne pouvait pas du tout. D'ailleurs, Thomas Paine, l'un des révolutionnaires français, anglais, mais qui a fait la révolution en France, avait parlé à cette époque d'un embryon de revenu de base pour l'argument que je viens d'expliquer sur l'accaparation des foncières, l'accaparation des terres à quelques-uns. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, globalement, il y a 200 ans, on ne pouvait pas imaginer le pouvoir qu'allait prendre l'argent sur nos vies. Et on était on était dans une économie où beaucoup de choses encore ne passaient pas par l'argent. Et donc, je crois que finalement, comme tu l'as un peu dit, finalement, le revenu de base aujourd'hui, c'est une mise à jour des droits de l'homme. C'est une mise à jour qui vise à inscrire que les droits de l'homme, finalement, bah, dans la société actuelle, eh ben, une grande partie de ces droits de l'homme, on peut quelque part les consolider, les solidifier par l'octroi d'une somme d'argent à tous les citoyens sans condition. Ça pose évidemment beaucoup de questions. On va dans quelques minutes ouvrir le standard pour les questions des auditeurs. Ça pose des questions de financement. Comment on finance un tel revenu de base? On l'avait vu avec Marc de Basquiat ici. Si on prend déjà tout ce qui existe en termes d'allocation et qu'on le rassemble, on peut donner à chaque adulte 400 euros par mois. C'est bien ça le calcul, un peu plus de 400 euros par mois, donc l'équivalent du RSA, sans rien toucher finalement, simplement en bougeant les tuyaux et en réorientant l'argent qui circule déjà dans l'économie sociale. Si on voulait, par exemple, c'est un sujet qui devrait être fort dans la campagne présidentielle, mais qui malheureusement ne l'est pas assez, si on voulait éradiquer la pauvreté, à combien, d'après vous, revenu de base, au revenu de base.info et dans ce mouvement pour le revenu de base, à combien il faudrait situer ce revenu de base pour éradiquer la pauvreté et faire en sorte qu'en France, il n'y ait plus un seul pauvre? Est-ce que c'est possible avec le revenu de base? Alors oui, c'est possible. Après, quel montant il faudrait pour cela? C'est vraiment une question compliquée parce que déjà, il faudrait préciser dans quelle ville on se situe, etc. Parce que le seuil de pauvreté, il a ses limites. Enfin, voilà, le seuil de pauvreté pour une personne seule, il est environ 900 euros. Oui. Bon, à 900 euros, on va dire dans le Cantal, on vit très très bien. À 900 euros à Paris, on est très très, très ric-rac. Oui. Donc, bon, nous, ce qu'on dit, c'est que le revenu de base serait un outil vraiment très important et qui permettrait de gagner une grande partie de la lutte contre la pauvreté. Après, de là à l'abolir, je l'espère de tout mon cœur, mais on ne peut pas non plus le garantir. Ce qu'il faut voir, dans tous les cas, c'est que quel que soit le montant du revenu de base, à mon sens, et c'est aussi le consensus qui émerge dans le mouvement, ce qui est important, c'est que le jour où on met en place le revenu de base, il ne réduise pas la protection sociale. Le but, c'est de la compléter, c'est de l'améliorer. Le but, c'est pas non plus de tout mettre à plat, toutes les dépenses publiques, toutes les allocations, et puis voilà, avec ce qui reste, on va donner quelques miettes, puis ça s'appellera un revenu de base. Mhm. C'est ça, c'est pas notre logique. Notre logique, c'est de dire, bon, on peut commencer à différents montants, des montants plutôt faibles comme 400 euros. Et ce qui compte, c'est qu'à ces montants-là, voilà, on va dire les 20-30% de la population les plus pauvres soient bénéficiaires. C'est-à-dire que grosso modo, dans l'échange entre toucher le RSA, le complément familial et en touchant diverses palettes d'allocations, si on transforme ça en revenu de base, le but c'est quand même que les gens gagnent un peu plus. Les gens qui sont dans les 20-30% des gens des gens les plus pauvres. Voilà. Ça, c'est ça déjà un début. Sachant que ce qu'il faut bien voir, c'est que même si le revenu de base n'est pas très très élevé, ce qui permet de changer pour les gens, c'est le rapport au travail. Parce que du coup, si on a un revenu de base, on a une partie de son revenu donc, qui est garantie, qui est assurée quoi qu'il se passe, quel que soit le patron pour qui on travaille, etc. Et il permet également, donc il permet de mieux, éventuellement, de mieux négocier ses conditions salariales face à son patron. Et il permet aussi, même si le revenu de base est bas, il permet de le cumuler avec un salaire sans perdre le revenu de base. C'est vraiment le gros problème du RSA aujourd'hui, c'est qu'en fait, finalement, ceux qui contribuent en pourcentage le plus de leur revenu, c'est les gens qui sont en RSA activité. Parce qu'en fait, s'ils gagnent un peu d'argent, déjà, bon, ils payent des cotisations comme tout le monde, à peu près 20%, et en plus, après, on leur retire à peu près 40% de leur RSA activité. Donc, en fait, ils sont taxés, entre guillemets, à 60%. Et ça crée une grosse désincitation finalement à travailler quand on est au RSA, ou du moins à déclarer son travail. Et donc ce qu'on pense, c'est que même un revenu de base relativement faible de l'ordre de 450 euros,
et ben déjà ça va changer ça, parce que les gens ne pourront réellement travailler plus, ou alors travailler à temps partiel, et tout ce qu'ils travailleront de même et qui déclareront, ce sera directement du revenu en plus pour eux. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si le revenu de base il n'est pas au seuil de pauvreté, par exemple à 500 euros, on peut l'augmenter par certaines allocations en plus, comme l'allocation logement. Et en plus, si les gens ne travaillent ne serait-ce que 10 heures par semaine, ils pourront se hisser au-delà du seuil de pauvreté. Donc déjà, ce sera beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et même si le revenu de base en soi ne résoudra pas tous les problèmes. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le RSA activité, comme déjà il est donné, on va laisser passer les pompiers, voilà. Donc comme déjà ce RSA activité, RSA socle, il est donné à des gens qui travaillent, enfin qui travaillent ou qui étaient avant dans l'extrême pauvreté. Effectivement, c'est difficile pour quelqu'un de reprendre une activité complètement, étant donné que peut-être à la fin du mois, il va avoir moins d'argent que le mois dernier. Ce qui paraît voilà, absurde, mais c'est effectivement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors certains disent oui, c'est des paresseux qui préfèrent les allocs au travail, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui chaque mois compte ses euros pour vivre. Si d'un mois à l'autre il perd 200 euros et qu'en plus il doit travailler pour gagner 200 euros en moins, évidemment ça va être très compliqué pour lui de garder ce rythme-là. Donc comme tu le dis, voilà, on en passe par le travail au noir, par des choses comme ça, pour ne pas avoir à déclarer donc ces revenus, ce qui crée voilà évidemment une économie parallèle, bon, qui est pas bonne du tout. Après, ça fait que les gouvernements accusent les chômeurs d'être feignants, comme récemment Monsieur Rebsamen, hein, qui lui a-t-il déjà été au chômage de longue durée, Monsieur Rebsamen. Ce serait intéressant de voir quelle serait sa réaction hein, si on lui propose voilà, d'être payé 600 euros par mois et que ça lui fait perdre son RSA. Comment là il va réfléchir, Monsieur Rebsamen? Il faut aussi se mettre à la place de tous ces gens qui vivent une situation très très difficile. Et justement, cet argument de dire oui, les pauvres finalement ne voudraient pas travailler parce qu'ils ont un revenu, ben, précisément, tu viens de l'expliquer très bien, mais je pense que c'est important de le répéter. Euh, si on donne un revenu de base, on fait confiance, alors qu'avec le RSA, c'est plutôt tout le temps à justifiez-vous bien, montrez-nous bien que vous êtes pauvre, parce que si vous n'êtes plus pauvre, on vous l'enlève immédiatement. Hein. Vous volez l'argent du peuple si jamais vous n'êtes pas pauvre et que vous touchez ce RSA. Donc c'est une situation assez absurde où on culpabilise les chômeurs et les plus pauvres. Et effectivement, avec le revenu de base, c'est au contraire, on se fait confiance, je te fais confiance, voilà de l'argent pour que tu puisses vivre, je te fais confiance pour trouver et développer ton activité et in fine créer de l'emploi, créer de la richesse, puisque c'est l'obsession de nos dirigeants. Le revenu de base aurait ce type de conséquences. Quels sont les calculs Est-ce qu'on a fait des calculs, des études prospectives pour savoir si le revenu de base créerait de l'emploi et de la croissance? Ça me semble possible, puisque de l'argent se mettrait à circuler dans la société. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là-dessus, sur les anticipations d'un monde post-revenu de base, Oui. c'est très compliqué parce qu'en réalité, bon, l'idée, elle paraît simple et elle paraît, bon, elle rassemble des gens de gauche et de droite, elle rassemble vraiment une diversité de gens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a différents projets politiques de société derrière. Donc c'est pour ça que concrètement, par exemple, bon, on peut dire, certains économistes vont dire, ah, c'est génial, le revenu de base, ça va effectivement booster le revenu des plus pauvres. Les pauvres ayant une tendance à consommer un peu plus forte, enfin une proportion de leurs revenus passe davantage en consommation de biens et services. Donc effectivement, ça va booster la demande dans l'économie, ça va redynamiser la croissance. Sauf que dans le même temps, on peut avoir l'analyse inverse qui est de dire, grâce au revenu de base, les gens vont pas forcément arrêter de travailler, mais ils vont diminuer leur temps d'emploi ou ils vont quitter leurs emplois actuels pour l'utiliser leur temps à d'autres activités, mais des activités peut-être non marchandes, c'est-à-dire qui relèvent du bénévolat, qui relèvent des activités artistiques, qui relèvent d'activités qui vont se passer sans passer par les intermédiaires type supermarché. Donc on peut imaginer par exemple que les gens fassent davantage comment dire, D'autoproduction, oui. Oui, d'autoproduction, voilà bien sûr. exactement, qui du coup vont pas du tout passer dans un système monétaire, qui vont pas être facturés, qui vont pas alimenter les caisses de l'État, qui vont pas être chiffrés dans le PIB. Donc c'est là où c'est compliqué de voir qu'est-ce qui va réellement se passer au niveau macroéconomique. Moi, ce que je suis certain, c'est que les gens vont pas devenir fainéants du jour au lendemain, ils vont faire plein de choses, peut-être même plus qu'aujourd'hui, parce qu'ils le feront par passion. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est en fait ce qu'on ne sait pas, et c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler, je pense, pour tous ceux qui veulent changer le monde. Donc quel système de production, tout ça, ça va s'intégrer. Est-ce que ça va être dans le même système de production actuel avec les grands supermarchés, etc.
ou est-ce qu'on, grâce à l'autonomie qu'on va donner aux gens, est-ce qu'on va, je sais pas, retrouver un peu les origines d'un système qui reposait beaucoup plus sur l'agriculture, est-ce qu'on va réoccuper les campagnes qui sont en train de se vider? Voilà peut-être ce genre de choses qui peuvent se passer. Et dans ce cas-là, on voit bien qu'on tendrait plus vers un scénario, entre guillemets, de décroissance. Oui, Euh, évidemment, la question des indicateurs qui économiques. serait pas une mauvaise. Oui. Oui, bien sûr, ouais, la question des indicateurs économiques se pose. La question aussi, voilà, de est-ce que la croissance est vraiment notre but à atteindre, ou est-ce que finalement une société qui reposerait sur le don, le bénévolat, le partage ne serait pas plus enviable, même si elle produit moins de croissance. C'est possible que ça produise moins de croissance, mais finalement, si les gens sont plus heureux, bah, après tout, pourquoi s'obséder sur la croissance comme ça, comme le font nos gouvernants actuels? Là-dessus, on est bien d'accord. On avait fait une longue émission avec Paul Ariès là-dessus, qui montre bien que la croissance la croissance augmente, même quand il se passe des choses très négatives parfois, comme des accidents de voiture, comme la destruction d'une ville et sa reconstruction. Ben, c'est super pour la croissance, mais c'est très mauvais pour les citoyens qui y vivent, bien évidemment. Voilà, il y a plein de choses qui sont excessivement négatives et qui ne comptent pas, et qui comptent, pardon, dans la croissance, et beaucoup de choses excessivement positives qui ne comptent pas, comme par exemple une bonne partie de cartes avec des amis, un très bon moment qu'on va passer une après-midi avec des amis, ben ça ne compte pas dans la croissance. Par contre, si vous avez un accident de voiture avec votre famille, ben là, ça fait augmenter la croissance. Donc comprenez la logique de ce système. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans un système où le bon temps n'est pas comptabilisé comme du bon temps finalement, et un accident de voiture va faire augmenter les indicateurs économiques que l'on regarde du coin de l'œil. Donc voilà, ça aussi, c'est effectivement un autre débat qui nous amènerait plus sur la décroissance, etc. Même si c'est le débat, il est présent, puisqu'on parle d'une société post-revenu de base. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette société? Est-ce que, comme tu le dis, rien ne change et finalement, c'est la solution libérale d'ailleurs, hein, puisque certains libéraux proposent aussi le revenu de base, et pour eux, il faudrait conserver le système actuel avec simplement un RSA appliqué à tout le monde. Ainsi, tout le monde aurait une petite poche de dépenses qui pourrait lui permettre de faire monter la croissance, mais le reste du système resterait globalement le même. Vous, ce n'est pas vraiment ça que vous proposez. Alors, effectivement, nous, mais bon, après, là, c'est un avis personnel. Et en fait, parmi les partisans du revenu de base, on a tous Oui, il y a différentes plein d'idées derrière sensibilités, la oui, tête. bien sûr. Mais en tout cas, moi, personnellement, effectivement, je souhaite pas que tout le reste du système demeure tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a pas que le revenu de base qui améliorait la situation, qui améliorait notre société. Il y a plein d'autres choses. Et l'idée du revenu de base, c'est l'idée d'émancipation des hommes et des femmes, des concitoyens en fait. Et donc, tout à l'heure, tu posais aussi la question, pas seulement de la croissance, et je me suis trop concentré là-dessus, mais aussi de la question de l'emploi. Oui. Moi, ce que j'aimerais dans un monde où les gens ont un revenu de base relativement élevé pour pouvoir mieux choisir leur vie, c'est que les gens travaillent moins. C'est que plutôt que de faire 35 heures, on travaille tous 20 heures par semaine, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, que chacun fasse le choix de réellement choisir la quantité de temps qu'il veut consacrer par semaine à une entreprise, à son employeur. Et Oui. peut-être qu'on pourrait finalement aller dans une société où on travaille tous 20 heures par semaine, ce qui au final libérait des postes de travail pour ceux qui aujourd'hui ne travaillent 0 heure par semaine et qui en sont malades. Et c'est ça d'ailleurs le gros paradoxe de cette société qui est totalement. Enfin voilà, on nous rabâche la valeur travail, et en fait on se rend compte que le travail la valeur travail est au cœur de tous les mal-être des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent pas du tout, et parce que la valeur travail est si importante, ils en sont malades parce que ils se sentent exclus de la société, ils se sentent humiliés, ils se sentent incapables. Il y a tout un effet dépressif hein, de pas avoir un emploi quand on veut vraiment en avoir un. Et à côté de ça, il y a des gens qui travaillent beaucoup trop, qui se rendent malades au travail, qui sont stressés, et pas seulement. Et dans ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui sont des cadres, hein, qui sont très bien payés aussi. Hein, donc, on sent bien qu'il y a un gros mal-être dans notre société aujourd'hui vis-à-vis du travail. Donc, moi, ce que je souhaite dans une société avec un revenu de base, c'est qu'on remette en cause tout ça et que chacun à notre niveau, mais aussi collectivement, on puisse du coup, parce qu'on a le choix de refuser l'emploi, on puisse tous réinventer. Voilà, qu'est-ce que le travail et comment, qu'est-ce que ça veut dire au fond être utile à la société. Parce que c'est ça le but du jeu. Le but, c'est pas de travailler 35 heures par semaine, d'avoir un joli CDI qu'on va pouvoir montrer à ses amis. C'est pas ça le but, on s'en fout du CDI. Ce qu'on veut tous, c'est être utile à la société et apporter de la richesse économique. C'est ça le but de l'économie, c'est pas de créer du plein emploi. Donc voilà, allons vers euh, une quête de sens. Voilà, le revenu à ce point, c'est une quête de sens pour trouver quelque chose de mieux, quelque chose
voilà, qui apporte plus aux individus et collectivement à la société. Oui, tu l'as bien dit, l'absurdité du système actuel, elle est dans, dans ce cas de figure-là qu'on connaît actuellement, où on a de plus en plus de salariés qui font des burn-out parce qu'ils travaillent beaucoup trop, parce qu'ils sont pressurisés, parce qu'ils sont pressés comme des citrons, et de l'autre, des gens qui font des dépressions parce que eux n'ont pas de travail, se sentent rejetés de ce monde-là, se disent ben, c'est pas pour moi, j'ai plus les compétences, se dévaluent eux-mêmes, ont un regard très dur sur eux-mêmes parce que la société leur envoie une image très dure. Quand on est au chômage depuis longtemps, voilà, on considère limite comme quelqu'un qui n'a pas de valeur dans la société, ne sert à rien, est un parasite. Voilà, il faut arrêter. C'est aussi parce qu'il y a de moins en moins de travail et que aussi les métiers que l'on peut faire, on le voit avec le burn-out qui va être bientôt apparemment inclus dans les maladies du travail, parce que c'est vrai que beaucoup de salariés en souffrent de ce syndrome d'épuisement professionnel, hein, en bon français, syndrome d'épuisement professionnel qui touche de plus en plus de salariés, au moment même où il y a des millions et des millions de personnes qui, elles, ne demandent que ça, de travailler. Donc c'est effectivement, ce paradoxe est vraiment important et il montre les limites hein, de la pensée économique actuelle et du fait qu'il faut évidemment la dépasser et trouver de nouveaux modes d'organisation et de nouvelles solutions. Alors, on va ouvrir le standard pour les auditeurs qui souhaiteraient intervenir au 08 92 23 95 20. Je rappelle qu'aux alentours de 15 heures, nous aurons Ralph Kundig pour parler du revenu de base en Suisse et de l'initiative citoyenne européenne en Suisse. On va parler des derniers développements sur le sujet. Si vous voulez intervenir en direct, 08 92 23 95 20. Alors, Stan, il y a aussi un argument que j'ai pas mal entendu aux États-Unis dans des émissions américaines. Alors, pas directement sur le revenu de base, mais simplement sur l'idée de socialiser une partie des gains des banques pour les redistribuer au peuple. Et cette idée reçoit un argument qu'on entend assez peu en France, mais voilà, je l'ai beaucoup entendu dans la bouche d'Américains, qui est de dire le fait de ne pas avoir d'argent, c'est une épreuve, ça t'oblige à te botter les fesses tous les matins et à aller travailler parce que justement tu n'as pas d'argent, sinon tu risques de mourir de faim. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe, hein. Parfois, il faut même avoir 2 boulots si on veut pouvoir nourrir sa famille, voire 3. Du coup, c'est effectivement excessivement compliqué. Et donc l'argument que certains Américains ont, c'est finalement être pauvre, c'est une source de motivation extraordinaire. Et si tu n'es pas motivé par le fait d'être pauvre, eh ben, c'est que finalement, tu n'as pas vraiment envie de t'en sortir. Et il faut des épreuves dans la vie pour devenir quelqu'un. Et le fait de ne pas avoir d'argent, c'est la meilleure épreuve pour devenir quelqu'un. Je trouve cet argument assez étonnant. On le comprend bien dans la bouche d'Américains. En France, on comprend pourquoi on l'entend moins. Mais voilà, sur l'idée que ne pas avoir d'argent, c'est une épreuve de vie qu'il faudrait finalement avoir vécue pour pouvoir être un être humain complètement fini. Qu'est-ce que tu en penses de cet argument-là? Je pense que ceux qui invoquent cet argument n'ont certainement pas vécu dans la pauvreté. Euh, et j'en pense aussi que, bon, oui, là, on est en plein dans le rêve américain où chacun peut arriver à s'accomplir, à trouver le self-made man américain, l'entrepreneur qui part de rien. Et voilà, oui, il y a des gens qui arrivent. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin voilà, on est une société aussi. Tout le monde peut pas être entrepreneur, tout le monde peut pas être riche, sinon, sinon il y aurait plus de problème et ça serait trop facile. Et surtout, je veux dire, on est dans une société où la question, c'est en fait, c'est est-ce qu'on a besoin? Est-ce que parce que dans le passé, ça a marché comme ça, que les gens, effectivement, ils partaient de rien, etc. Est-ce que c'est parce qu'on vient de là qu'il faut que ce soit pendant tout le reste de l'éternité de l'humanité, il faut que ça reste comme ça. On vit aujourd'hui dans une société d'abondance. On sait nourrir une ou deux planètes facilement avec ces 7 millions d'habitants, 7 milliards d'habitants, pardon. On sait nourrir tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de cette forme de sadisme, de dire aux gens, ouais, on sait vous nourrir, il y a assez pour tout le monde, mais en fait, il faut quand même que vous soyez en manque pour que vous soyez sûr de mériter votre place sur Terre. Enfin, je veux dire, on n'est plus. Enfin, ça, c'est vraiment on retrouve des vieux relents de protestantisme un peu arriérés là-dedans. Et enfin, voilà, pour moi, si on est là-dedans, enfin, je veux dire, on est peut-être sur la même Terre, mais on n'est pas sur la même planète à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, on est dans une société qui peut accorder à chacun à peu près de quoi survivre. Il n'y a aucune raison de faire crever des gens de faim sous prétexte que il faut travailler pour gagner sa vie, etc. Alors qu'en plus, dans le même temps, on a un système capitaliste qui rémunère ceux qui travaillent le moins, qui rémunère les rentiers, qui rémunère les traders, les banquiers, et qui rémunère des gens qui finalement ne font pas des contributions extrêmement utiles à la société.
Oui, et on pourrait ajouter aussi qu'il y a d'autres sources de souffrance malheureusement dans la société et que le manque d'argent n'est pas le pinacle de la souffrance. Il y a aussi ben, la mort, la séparation, l'amour. Il y a plein de raisons d'être triste et de souffrir et d'être motivé à se remuer, autres que la pauvreté et l'argent. Donc voilà, si on pouvait effectivement sortir de ce vieux monde, comme tu le dis, avec ces relents de protestantisme, où finalement Dieu a donné à la naissance à chacun les possibilités de réussir et ensuite voilà, il faut s'en sortir et c'est à chacun de se battre pour y arriver. C'est vrai que tout ça, ça paraît quand même assez archaïque. Mais voilà, l'argument des Américains, qui je pense seront peut-être les derniers à implémenter un revenu de base. En tout cas, je ne sais même pas s'il y a vraiment un débat là-bas aux Ah si, États-Unis. si, bah, Il y a un malgré débat, tout, oui, il y a un aussi. débat aux États-Unis et qui est d'ailleurs paradoxalement porté plus par les libertariens. C'est-à-dire que D'accord. Ouais. auprès des libertariens, il y a vraiment il y a deux faces de la même pièce, hein. Il y a ceux qui sont, comme tu le dis, vraiment dans l'idée qu'il faut travailler pour acquérir son salut. Mais au contraire, d'autres libertariens qui voient dans le revenu de base un très bon compromis pour avoir un État beaucoup moins bureaucratique, et voire même à terme abolir l'État. Et le revenu de base, c'est une première étape pour démontrer avoir, qu'on peut avoir une société avec plus de liberté et moins d'État en même temps. Voilà, il y a tout un débat qui existe. Et après, c'est vrai que je ne serais pas très optimiste pour la mise en place d'un revenu de base aux États-Unis d'ici peu, mais bon, malgré tout, le débat existe, D'accord. En tout cas, comme dans beaucoup de pays en Europe et ailleurs dans le monde. ouais, le débat existe et c'est vrai que c'est intéressant que ce soit les libertariens qui portent ce débat-là avec une vision effectivement moins d'État, mais un État qui remplit quelques rôles bien déterminés et qui ensuite laisse aux citoyens la liberté de faire ce qu'ils ont à faire Ouais. et dont le revenu de base pourrait être une des composantes effectivement. Alors on va accueillir les auditeurs, il y a beaucoup d'appels d'auditeurs, on a Thierry, Xavier et Nadia, on va commencer par la question de Thierry. Salut Thierry, Bonjour à tous. bienvenue à toi, on t'écoute. Merci. Alors, à titre personnel, moi, je pense que le salaire minimum, enfin le revenu minimum de base, pour moi, je pense qu'il faudrait que ça soit de l'ordre de 1500 euros. Pourquoi? Parce que je compte 500 euros pour un logement qui correspond au prix d'un studio, 500 euros pour la bouffe et 500 euros pour le reste. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, alors je voudrais aussi avoir votre avis là-dessus. Et la seconde chose, c'est que pour le financer aujourd'hui, étant donné la dette qui vient d'ailleurs de dépasser 2000 milliards, comme tu as dit, ça me paraît très compliqué de le financer par l'impôt ou par quelque moyen que ce soit, dans l'état actuel des choses. Et moi, je pense que le meilleur moyen de le financer, ça serait par la création monétaire. Et auquel cas, ça serait donc les banques ou la Banque centrale de France ou européenne, j'en sais rien, qui jouerait son rôle et qui financerait d'ailleurs non seulement le salaire de base, mais les retraites, enfin toutes les dépenses de l'État, etc., etc. Voilà, donc à mon avis, je pense que ça serait génial. Et on pourrait même coupler ça dans ce cas-là, puisqu'ils peuvent tout financer par création monétaire qui coûte pas un rond, en fait. Ben, on peut supprimer l'impôt, on peut supprimer pas mal de choses. Et on peut optimiser un peu tout ça, quoi. Voilà, enfin, en vrac, voilà comment je perçois les choses. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et si ça tenait la route, si je me gourre quelque part et avoir des avis un peu objectifs. Voilà. Et je vais raccrocher pour mieux entendre à la radio parce que là c'est pas génial. Il y a pas de souci. Écoute-nous à la radio, Thierry. Merci pour ta question. On la Je vous pose à remercie. Stanislas Jourdan. On écoute sa réponse. Merci beaucoup, Merci Thierry. beaucoup. Salut à toi. Salut. Oui, alors sur le montant, il faut vraiment se méfier des grands chiffres comme ça qu'on Oui. sort à la va-vite. C'est-à-dire que Thierry bon, disait 1500 euros. Oui. 1500 euros, voilà, là on est vraiment en haut de la fourchette, vraiment, vraiment très très haut, parce qu'en fait, il faut bien voir que le revenu de base est individuel. Donc, c'est-à-dire que chaque membre de la famille va le toucher. Donc, c'est vrai que le logement à Paris, par exemple, ça peut être un peu élevé. Enfin, d'ailleurs, enfin, là, il disait à peu près, je crois, 500 euros pour un logement. Oui, mais bon, ça, c'est si on est tout seul. Si on a une famille, même avec un revenu de base plus bas de 600, 700 euros, si on est quatre dans la famille, bon, bah, on peut tout à fait se payer un logement, plus la bouffe, etc. Faut bien garder cet élément en tête. Et après, il faut bien aussi voir qu'est-ce que remplace ou pas le revenu de base. C'est-à-dire que dans les scénarios de revenu de base, disons à 500 euros, on conserve certaines allocations type allocation de logement. Donc allocation de logement, elle peut s'évaluer, elle peut être jusqu'à 300 euros, je crois, selon les cas. Donc à 300 euros, 500 euros de revenu de base plus 300 euros d'APL, allocation logement, on arrive à peu près au seuil de pauvreté. Donc voilà. Après, je suis tout à fait d'accord sur ce qui est création monétaire. Ça peut être tout à fait un moyen de démarrer la machine, du moins. C'est-à-dire que la création monétaire permettrait effectivement voilà, de financer la revenu base sans avoir à faire de réforme fiscale, sans avoir à toucher au système actuel.
et de lancer du coup la machine. Après, je pense que derrière, les réformes fiscales, les réformes sociales, vont être inévitables derrière. Mais encore une fois, se méfier un peu des grands montants parce que financer c'est-à-dire que financer un revenu de base, on saurait, en gros, aujourd'hui, le taux de création monétaire dans la zone euro, il est de 5 à 10%. Depuis 2002, entre 5 à 10% par année, les banques privées injectent 5 à 10% de monnaie en plus dans le système. Donc la masse, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire. 5 à 10% de monnaie en plus chaque année par citoyen de la zone euro, on est autour de 300-400 euros. Donc on n'est pas à 1500 euros, hein, clairement pas. Et si on le faisait, je veux dire, techniquement on peut, effectivement la BCE, pour peu qu'elle le décide, elle pourrait imprimer des masses d'argent et le donner à tout le monde. Ça, je veux dire, en théorie, il n'y a aucun problème. En pratique, il faut se méfier, parce que la monnaie, si les gens ne comprennent pas la monnaie, et qu'on leur dit, ouais, vous inquiétez pas, vous allez tous recevoir plein d'argent et tout, les gens vont absolument craindre l'inflation. Et je veux dire, il y a beaucoup de choses à redire par rapport à la crainte de l'inflation, et surtout aujourd'hui, vu qu'on est au contraire en déflation, il y a beaucoup de choses à dire, mais le problème est que euh, tant que les gens pensent que créer de la monnaie égale inflation, l'inflation arrivera de fait, parce que l'inflation vient en partie de est-ce que les gens ont confiance dans le système monétaire. Et si là on brise la confiance dans le système monétaire, effectivement, les gens n'auront plus confiance, les gens vont acheter des dollars plutôt que d'utiliser l'euro ou quoi que ce soit, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, la création monétaire, elle est actuellement injuste, il faut la réformer, je suis tout à fait d'accord, mais il faut y aller aussi de manière raisonnée. Donc commençons par 5% de création monétaire, en remplacement du pouvoir de création monétaire qu'on donne aujourd'hui aux banques, qui passe par le crédit. Très bien, faisons ça, mais après, faut pas non plus seulement. Disons que mon message, c'est de dire, faut pas non plus croire que la monnaie est une baguette magique, et faut y aller progressivement. Voilà. Oui, y aller progressivement. Sinon, ça se rapproche un peu plus de l'idée de Bernard Friot, qui est le salaire à vie, puisque lui aussi parle de 1500 euros par personne et par mois. Donc voilà, là c'est encore une autre idée, c'est l'idée de socialiser une partie du PIB pour le redistribuer. C'est une idée encore plus radicale, de laquelle on a pas mal discuté à cette antenne, mais voilà, c'est un petit peu différent du revenu de base, même s'il y a le même esprit, hein, la même volonté d'assurer à chacun les moyens de vivre convenablement. Et effectivement, j'ai fait un calcul rapide pendant la question de Thierry. 1500 euros par adulte en France, ça coûterait 919 milliards d'euros par an, soit 60 milliards d'euros par mois, à peu près, un peu plus de 60 milliards d'euros. Donc voilà, 920 milliards d'euros par an. Effectivement, si on ne socialise pas quasiment la moitié du PIB, il n'y a pas de moyen de distribuer autant d'argent, même avec la création monétaire, sans avoir des problèmes par la suite. Donc effectivement, oui, Stan ? On peut le dire autrement, c'est que le revenu médian en France, c'est je crois 1700 euros. Donc à 1700 euros, 1800 euros, je crois, c'est-à-dire que c'est le seuil où, enfin, en gros, 50% des gens gagnent moins de 1700 et la moitié des gens gagnent plus de 1700, 1800 euros. Donc en fait, c'est impossible de financer un revenu de base au-delà de 1800 euros. Donc on est à 1500 euros, on est quasi à la limite de ce qu'on peut financièrement réaliser, hors création monétaire. Hors création monétaire, je précise bien, parce qu'effectivement, dans le cas de Thierry, on pourrait l'utiliser. Théoriquement, ça marche. Et pour la création monétaire, pour ne pas brusquer l'économie, il faudrait y aller progressivement, effectivement, monter les taux chaque année, doucement, voir les conséquences, et puis ne pas hésiter à ralentir la création monétaire si jamais ça a des conséquences sur l'inflation notamment. Mais effectivement, pour ça, il faudrait au moins avoir la possibilité d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses, ce qui n'est pas le cas dans le système actuel. On le voit bien, on reste dans les mêmes cahiers d'école de l'ENA depuis des années, la même boîte à outils, sans jamais oser faire quelque chose de nouveau, quitte à se tromper et à recommencer à faire autre chose à côté. Voilà, il faut aussi, comme Roosevelt le disait, je rappelle souvent cette phrase, mais Roosevelt disait au moment où il lançait le New Deal, il disait qu'il fallait donc tenter des choses, et si on se trompait, eh bien on réessayerait autre chose, et qu'il ne fallait pas avoir peur de se tromper et de recommencer si jamais on avait fait une erreur. Et ça, c'est vrai que cette vision-là de la politique, beaucoup de nos politiques aujourd'hui ne l'ont plus et semblent paralysés à l'idée d'essayer quelque chose d'un peu nouveau. Donc c'est ça qui est aussi très dommage. Alors, on va accueillir Xavier qui souhaite participer lui aussi, poser sa question, et après ce sera au tour de Nadia. Salut Xavier. Salut. Bienvenue à toi. Alors, je veux donner un point de vue. Je veux dire, dans la société idéale où j'imagine tu as le revenu de base, j'imagine tu as toujours des riches et des moins riches, mais que l'argent ne serait plus synonyme de domination. Je sais pas si
Je sais pas si tu veux Oui, on comprend bien sûr Xavier. Et qu'il peut développer, monsieur. Donc changer le rôle de l'argent, qui ne serait plus une domination. Ça serait un moyen. Il n'y aurait plus de domination économique et ce serait donc on sortirait de la domination de l'argent, l'argent d'ailleurs, rappelons-le, hein, qui n'est qu'un symbole finalement d'échange de richesse, qui est un papier auquel on donne de la valeur, qui aujourd'hui. L'embêtant, c'est qu'on accède à tout ce qui est ressources, tout ce qui fait la terre, tout ce qui est sur terre est accessible que par l'argent. On n'accède à rien si on n'a pas d'argent. Enfin ouais, je suis pas contre l'argent, mais toutes les ressources naturelles, tout ce qui existe sur terre n'est accessible que par l'argent. Voilà. Oui, si je peux du coup bien sûr. prolonger un peu la réflexion que vous aviez, c'est qu'on est dans un paradoxe où on utilise les ressources naturelles, par exemple, qui sont de fait limitées. On a un système économique qui considère qu'elles sont illimitées, donc on se permet d'exploiter sans limite le pétrole, toutes les ressources naturelles. Et dans le même temps, la monnaie est potentiellement en quantité illimitée, c'est-à-dire que c'est virtuel. Donc la monnaie, c'est juste des chiffres sur les ordinateurs maintenant. Donc potentiellement, on peut en créer autant qu'on veut, on n'a aucune limite. Et ben, sauf que dans le cas de la monnaie, on considère que c'est rare. Et en fait, du coup, les banques centrales ont pour rôle de maintenir la monnaie, de maintenir la rareté de la monnaie, de la masse monétaire, de la quantité de monnaie, soi-disant pour lutter contre l'inflation. Donc on est vraiment, alors qu'en théorie, la monnaie pourrait être Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui sont pauvres, qui peuvent pas acheter les biens et produits, qui peuvent pas acheter de quoi se manger ou de quoi se vêtir, etc. parce qu'il manque de la monnaie. Et en face de la rue, il y a des magasins pleins de produits qui aujourd'hui manquent de consommateurs pour faire leur chiffre d'affaires, pour pouvoir payer les salariés, etc. Donc on est vraiment en fait, on est en pénurie de monnaie. L'économie actuellement est en pénurie de monnaie, et tout ça sous le regard heureux des banques centrales, des banquiers centraux qui sont contents parce qu'il n'y a pas d'inflation. C'est absurde. Donc effectivement, ce système-là, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais on aboutit à un système qui maintient la rareté monétaire, qui maintient les gens sous pression. Les gens ont peur parce qu'ils ont peur d'être demain matin se retrouver sans argent et de plus pouvoir rien faire, comme le disait. Donc, et parce que les gens, et là tout de suite je suis en Grèce et on le voit dans les discussions tout le temps, et ben les gens ils sont tous ici sous pression. Ils sont sous pression de se retrouver demain au chômage. Donc les gens ils acceptent les baisses de salaire. Il y a une étude qui a montré ici en Grèce que les employeurs on va dire des moyennes et grandes entreprises ne se sont jamais fait autant d'argent parce qu'ils ont pu baisser les salaires. Ils ont pu baisser les salaires tout en continuant à se faire un chiffre d'affaires qui doit certainement baisse, mais comment c'est possible? Parce que les gens ont tellement peur qu'ils acceptent n'importe quelle diminution salariale pour ne pas perdre leur emploi. Et notamment parce que ici en Grèce, il y a très peu d'allocations chômage, il y a même pas l'équivalent d'un RSA. Donc autant vous dire que les gens ont peur. Et donc l'argent, effectivement, rend possible la domination d'une élite sur le peuple. Voilà. Et cette élite est très problématique, hein, parce qu'ils veulent pas lâcher, ils veulent rien lâcher, eux. On a l'impression qu'ils sont pris au piège et ils veulent plus. Ils vont crever avec leur pognon, mais il n'y a pas de problème, quoi. Ils vont crever, ils seront blindés, mais ils s'en foutent, quoi. C'est bizarre comme attitude. Bon, voilà. Merci Xavier, merci pour ton appel et ta participation. Effectivement, et même pour prolonger la question de Xavier avant qu'on écoute celle de Nadia, est-ce qu'à long terme, le but du revenu de base, je parle à très long terme, ce n'est pas d'en arriver à une fin de l'argent et arriver à un système qui fonctionnerait sans argent? Alors effectivement, c'est ce qu'envisage... Alors j'ai un écho là. C'est ce qu'envisage un certain nombre de nos militants au Mouvement français pour un revenu de base. Après, est-ce que c'est possible? Personnellement, j'aimerais que ce soit possible. J'aimerais qu'on n'ait pas besoin de ce truc virtuel, de ces bouts de papier pour se faire confiance, pour échanger. Et du coup, on pourrait être dans un échange direct, dans du don contre don, qui finalement, pendant la majorité de la civilisation humaine, il n'y a pas eu d'argent au sens, je veux dire, monétaire du terme. Il y a toujours une forme plus ou moins de reconnaissance de dette. C'est ce à quoi sert l'argent aussi, la monnaie. Mais pendant longtemps, on n'a pas eu besoin de chiffres. On n'a pas besoin de se dire « un tel, tu me dois 10,64 centimes ». Je veux dire, pendant longtemps, les gens simplement se faisaient confiance parce qu'ils habitaient ensemble. Ils ne pouvaient pas s'échapper du jour au lendemain à l'autre bout de la planète en prenant un avion. Donc les gens étaient forcés de se faire confiance. Et
et du coup, ils n'avaient pas besoin de compter au centime près combien ils se devaient, puisque tôt ou tard, ils allaient se rendre quelque chose qui faisait que les comptes allaient plus ou moins s'équilibrer. Donc peut-être qu'on pourrait retourner à une société comme ça, Oui, effectivement, mais et d'ailleurs, il y a encore du boulot. il y a toujours des exemples de cela dans la société actuelle. C'est simplement les rapports qu'on peut avoir avec sa famille ou avec ses amis, où on va pas forcément compter au centime près combien on nous doit. Et puis si on voit qu'un ami est dans, et voilà, et n'a pas d'argent et dans une difficulté, on lui prête un peu d'argent sans attendre qu'il nous rembourse. C'est voilà, c'est le genre de choses qu'on fait sans y penser avec sa famille et ses amis. Et on pourrait imaginer une planète, ça ce serait vraiment l'utopie, mais une planète qui fonctionnerait comme ça, où l'on donnerait à ceux qui ont besoin et sans demander forcément avec un contrat qu'on nous rembourse jusqu'à la dernière miette ce qu'on a prêté avec des intérêts ou je ne sais quoi. Un monde dans lequel on aurait conscience qu'il faut aider quelqu'un qui est dans le besoin. D'ailleurs, c'est ce que disent pas mal de religions. Hein. Ça, ce côté-là des religions, on en parle un peu moins, mais c'est aussi notamment un des fondements de l'islam, hein, la zakat, le fait de donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'était quelque chose de très commun dans l'humanité. Aujourd'hui, ça l'est toujours, mais dans des cercles malheureusement plus restreints de l'amitié et de la famille, dans certaines familles et dans certains groupes d'amis en tout cas. Donc oui, ce modèle-là, on pourrait évidemment rêver qu'il s'étende à La l'humanité condition pour entière. que ça marche, malheureusement, c'est qu'il faut se faire confiance, en fait. C'est la C'est confiance. vrai que là, on est dans une société où, au-delà de la famille et des amis, on ne fait pas beaucoup confiance en son prochain, entre guillemets. Donc voilà, c'est ça qu'il Exactement. faut travailler. Ouais, ouais, exactement. C'est ça qu'il faut travailler, comme tu le dis. On va accueillir Nadia à présent, qui souhaite participer elle aussi. Salut Nadia, bienvenue à toi. Oui, bonjour, merci pour cette émission. C'est fort intéressant. Par contre, moi, je m'interroge sur une chose. Bon, si j'ai bien compris, je vois très bien la situation de la personne qui, pour gagner sa vie, doit travailler. Et donc là, l'idée du revenu de base lui permettrait d'avoir une certaine liberté dans le choix de son employeur et en tout cas d'occuper son temps et sa vie autrement, pas forcément qu'au travers d'un travail avec rétribution d'un salaire à la fin. Et donc, effectivement, ça laisse l'opportunité à chacun d'entre nous d'être responsable et de savoir ce qu'il peut apporter comme contribution au sein de la société. Et par ailleurs, le rôle de la banque centrale, hein, si on reste dans une configuration d'État, où elle pourrait décider d'émettre de la monnaie et enfin la réguler, etc. Voilà. Par contre, j'aimerais avoir votre point de vue, en tout cas savoir si vous avez réfléchi à comment pourrait évoluer le rôle de certains agents économiques, et en l'occurrence l'employeur. La personne qui, par exemple, perçoit, supposons qu'on parvient à mettre en place le revenu de base, parce que quoi qu'il arrive, moi justement ce matin j'ai consulté les nouvelles règles d'indemnité chômage et on voit très bien que progressivement, en tout cas on s'installe dans la durée de l'inactivité. Pour l'instant, on perçoit une indemnité parce que effectivement, c'est conditionné par notre recherche d'emploi et qu'on occupe des postes, une certaine souplesse. Mais toujours est-il qu'il y a au moins une chose qui évolue par rapport à il y a quelques années, c'est acter la persistance de l'inactivité. Donc, comment fait-on quand on n'est pas soi-même son propre employeur, comment fait-on pour avoir un salaire pour vivre? Donc l'idée du revenu de base est très bien. Mais maintenant, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des gens, par exemple détenteurs de capital qui investissent dans une entreprise dans différents secteurs, parce que pour autant les biens, même si effectivement il ne faut pas être dans la consommation à outrance, mais il faudra bien s'échanger des biens et des services. Donc là par contre, celui qui détiendra le capital et qui organisera autour de lui une équipe qui mettra en œuvre un service ou un bien pour satisfaire aux besoins des gens dans la société, eux, comment voyez-vous leur évolution, leur changement de posture, parce que en plus, on parle toujours du coût du travail, mais dans un compte de résultat d'une entreprise, il y a la partie effectivement exploitation, mais il y a aussi la partie financière. Et si on essaye de gratter un peu à l'heure actuelle, certaines entreprises ont des difficultés de trésorerie, etc., parce que sur leurs résultats financiers, elles payent des intérêts tels aux banques que effectivement ça leur plombe, elles n'ont pas de marge de manœuvre. Alors on utilise toujours la main-d'œuvre comme variable d'ajustement.
Moi, j'aimerais bien que progressivement, on discute cette variable d'ajustement financière. Et à ce moment-là, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter, est-ce que vous avez réfléchi à ceux qui détiennent une épargne, qui ont envie de contribuer dans le sens de construire quelque chose en société et à leur niveau de redistribuer finalement quelque part, alors qu'à l'heure actuelle on est plus on propose notre force de travail et puis finalement c'est l'employeur qui décide de nous payer le prix que lui il estime. Or là avec le revenu de base on pourra tenter d'équilibrer le rapport de force parce que soi-même on pourra lui dire mais moi, je pense que mon travail que je vous apporte vaut tant, et à ce moment-là, voilà, donc ça pourrait donner une bouffée d'air parce qu'actuellement, on a plutôt la tête sous l'eau. Et je voudrais savoir, donc voilà, j'espère que... Alors, ça fait beaucoup de choses, Nadia, mais pour synthétiser, donc tu t'interroges sur auquel revenu base c'est bien pour les rapports au travail, par contre, quid des rapports entre ceux qui ont du capital et le reste du monde, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas un capital forcément très élevé. Effectivement, c'est une bonne question. C'est-à-dire que le revenu de base ne résout pas tout. Mais ça rejoint d'ailleurs les propositions de revenus de base liées à une taxation du capital, qui était par exemple ce que disait Thomas Paine, l'un des tout premiers avocats du revenu de base. Comme je disais tout à l'heure, il est un révolutionnaire anglais, et qui disait en fait le revenu de base doit être financé par une taxation de tous ceux qui possèdent un lopin de terre en fait. Et parce qu'en fait, comme la terre est en quantité limitée, si on possède un terrain, on prive forcément quelqu'un d'autre d'un bout de terrain, surtout dans une société où la population et dont la démographie s'accélère. Dans une société où il y a de plus en plus d'habitants, mathématiquement, il y a de moins en moins de mètres carrés par habitant disponible. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, moi, je suis tout à fait en faveur de ce genre de proposition, de dire il faut taxer, et c'est ce que dit Piketty aussi, par exemple, Thomas Piketty, dans son livre Le Capital, dit finalement le problème c'est qu'aujourd'hui on ne taxe que les revenus et très peu le capital, donc il faut aller dans ce sens-là. Donc il y a par exemple une proposition d'un économiste, Marc de Basquiat, qui s'appelle la taxe sur l'actif net, qui propose de taxer à 1% tous les actifs, que ce soit des actions en bourse, à du foncier, etc. Donc tout type de possession d'actifs devrait être taxé à 1%, par exemple. 1% c'est pas beaucoup, mais ça décourage les rentes, ça décourage le fait d'avoir juste 5 appartements dont on ne met pas à disposition sur le marché, qu'on garde juste pour soi. Et ben, si on les taxe à 1%, la personne qui est propriétaire a intérêt, ne serait-ce que à mettre ces maisons en location, ne serait-ce que ça, voire même à vendre cette maison puisqu'elle n'en fait rien et que ça lui coûte de l'argent. Donc du coup, elle aura intérêt à la vendre et du coup à la vendre à quelqu'un qui réellement va habiter cette maison, par exemple. Donc voilà, moi je suis tout à fait pour ce genre d'approche. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, entre les lignes, voilà ce que je peux dire. Voilà Nadia. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup Nadia, merci pour ton appel. Salut à toi, au revoir. Au revoir. Alors Stan, je suis avec Ralph Koendig, je l'ai mis en attente pour l'instant. On va faire une courte pause musicale, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on dialogue ensemble. On va faire une pause musicale et juste après on se retrouvera donc avec notre prochain invité, Ralph Koendig, qui est membre du BIEN. Le BIEN, c'est le Basic Income Earth Network, ce qui veut dire réseau mondial du revenu de base. Lui, il est responsable il est notamment membre de la partie suisse du BIEN. Et justement, on va discuter avec lui de l'initiative citoyenne en Suisse qui a été proposée. On en avait parlé avec Béatrice Duparc, l'une des initiatrices du projet il y a quelques mois, et les choses ont un peu évolué, donc on va en parler dans quelques instants avec Ralph Koendig juste après cette courte pause musicale. Et Stan, évidemment, tu restes avec nous pour dialoguer avec Ralph dans quelques instants. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Marry a man like no other. Light the fuse. Hallelujah, hallelujah. Love
No longer beating around the floor. In my youth, the greatest tide washed up my prize. You. Father, let him go, let him leave me be. Love is a pharaoh, and he followed me. I thought letting me where they wanna be. Love is a pharaoh, and he blown me. I've discovered a man like no other man. I've discovered a man like no other man. I've discovered a man like no other man. I found a love to love like no other can. I found a love to love like no other can. He's found me, my answer. Alt G, extrait de leur nouvel album. Le morceau s'appelle Nara, N-A-R-A. Et nous continuons évidemment cette revue de presse interactive économique, aujourd'hui en compagnie de Stanislas Jourdan. Et nous accueillons à présent un nouvel invité, c'est Ralph Kunding qui nous rejoint. Bonjour à vous. Ralph, vous êtes ici sur le téléphone numéro 1. Bonjour à vous. Bonjour à vous, à toutes et à tous. Alors Ralph Kunding, je l'ai dit, vous êtes membre du BIEN, qui veut dire en anglais Basic Income Earth Network, c'est-à-dire le réseau mondial pour le revenu de base. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs quel est votre rôle dans ce réseau ? Donc c'est le réseau mondial, le BIEN, comme vous l'avez dit. Et moi je suis le président de la section suisse du BIEN, donc c'est BIEN Suisse. C'est l'antenne du réseau mondial en Suisse, voilà. D'accord, l'antenne du réseau mondial du revenu de base en Suisse. Et précisément, la Suisse est un pays qui est à la pointe en termes d'initiative pour le revenu de base, puisque précisément, une initiative citoyenne populaire a été proposée il y a quelques mois de cela, il y a même un an me semble-t-il, pour donc instaurer un revenu de base en Suisse. Alors Béatrice Duparc nous avait parlé de l'installation de cette initiative populaire il y a quelques mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut refaire rapidement l'historique, ou rapidement ou pas d'ailleurs, l'historique donc de cette initiative citoyenne en Suisse pour un revenu de base pour tous les citoyens suisses?
Oui, d'accord. L'initiative, elle a été lancée officiellement le 11 avril 2012. Et à partir du moment où une initiative citoyenne est lancée en Suisse, la procédure veut qu'on ait 18 mois pour récolter le nombre de signatures requis, qui, pour toute la Suisse, est de 100 000 signatures valables. Donc, à partir de cette date, les différents militants ont récolté des signatures un peu partout dans les régions de Suisse. Et nous avons déposé l'initiative le 4 avril 2013, c'est-à-dire pratiquement 18 mois après, munis de 126 000 signatures qui ont été validées, donc largement au-dessus de ce qui est nécessaire. Et ça fait maintenant à peu près un an, on est à peu près à l'anniversaire du dépôt de l'initiative, et dans ce laps de temps, il y a une phase un peu de gestation, dans le sens que d'abord l'administration fédérale a vérifié que toutes les signatures étaient valables, et puis ensuite il y a des délais dans les procédures, il y a eu des consultations au niveau des départements fédéraux, c'est un peu comme les secrétariats d'État, de manière à pouvoir analyser le projet et de mieux le comprendre. Et récemment, le 27 août de cette année, le Conseil fédéral, ce qui est en fait, c'est les ministres, c'est ce qui tient le lieu d'exécutif dans notre pays, a émis un message et une recommandation au Parlement. Alors c'est de là qu'on en est, et on peut aussi parler de la suite si vous le souhaitez. Bien sûr, oui, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ensuite. Est-ce que cette recommandation donc, du Conseil fédéral, qui est l'équivalent du gouvernement hein, pour les Français, est-ce que cette recommandation a valeur d'annulation de cette initiative citoyenne, ou est-ce que ça va être au Parlement d'en juger? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Alors en fait, toute la force du système de démocratie directe de la Suisse, c'est que lorsqu'il y a une initiative citoyenne qui aboutit, elle impose le vote, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le peuple qui est interpellé pour donner son avis sur le projet. Et toutes les phases qui se passent au niveau du gouvernement et du Parlement entre le dépôt de l'initiative et le vote sont des phases plus ou moins techniques, mais dont le but avant tout, c'est d'arriver à un avis du Parlement et du Conseil fédéral qui sera ensuite exprimé dans la brochure qui accompagne le bulletin de vote. Donc, en aucun cas, ça peut annuler l'initiative. C'est simplement l'expression de la position du gouvernement qui va être discutée. Et alors précisément, la position du Conseil fédéral suisse, quelle est-elle sur ce revenu de base? J'ai cru comprendre que leur point de vue n'était pas tout à fait positif sur le sujet de cette initiative citoyenne. Donc, qu'est-ce qui finalement s'est dit du côté du Conseil fédéral? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette initiative populaire fédérale? Alors, dans les grandes lignes, pour résumer, leur position, c'est que s'ils approuvent le but de l'initiative qui est d'assurer une existence digne à chaque membre de la société, d'ailleurs ils indiquent à ce sujet que ça fait partie aussi de notre constitution. Par contre, ils ont de grandes réserves sur la méthode du revenu de base et avant tout, ils font un tableau un peu catastrophe sur une désincitation à l'emploi, c'est-à-dire que finalement plus personne ne ferait rien, mais toute leur analyse est basée sur un modèle de financement qui n'est soutenu par aucun des membres du réseau pour le revenu de base, en tout cas en Suisse, qui consiste à fiscaliser à 100% les 2000 premiers 500 revenus des personnes. Ce qui, effectivement, si on applique un mode de financement comme ça, c'est certain que ça va décourager les gens à travailler, vu que tout ce qu'ils peuvent gagner va partir directement en impôts. Donc voilà, ils ont fait une analyse globalement, on peut dire, assez sommaire. Ils ne sont pas vraiment rentrés dans les détails. Puis il y a un autre point qui est aussi intéressant à rapporter, c'est que dans la phase de consultation au niveau des départements, il y a eu notamment le département de l'action sociale, le FAS, qui était très intéressé justement des possibilités ouvertes par l'initiative. Et cet avis n'est absolument pas transparu dans le message final du Conseil fédéral, qui n'a retenu que le point de vue du SECO, qui est en fait l'organisme, en fait c'est le département de l'économie. D'accord, c'est intéressant. Il y a quand même eu des avis positifs du département social, vous avez dit, et effectivement, ce point de vue n'a pas été pris en compte. Alors, ce qui est rassurant d'un autre côté, c'est en France, hein, on connaît assez mal le système suisse, du coup, ça avait été mal compris, je pense. Ce qui est rassurant, c'est de savoir que ni le Conseil fédéral ni le Parlement ne peuvent annuler le référendum, si j'ai bien compris.
Oui, absolument. Mais ce qui n'empêche que nous sommes dans une phase active aussi. On est en train d'élaborer et de terminer en fait la rédaction d'une réponse au Conseil fédéral qui est destinée à être produite aux parlementaires. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est une occasion aussi de faire connaître le revenu de base. Et puis, comme on l'a constaté lors de la campagne, on le constate d'ailleurs depuis toujours, une personne bien informée sur les mécanismes du revenu de base est déjà à moitié convaincue. C'est-à-dire que la plupart des résistances au revenu de base sont liées à une mauvaise compréhension des mécanismes, parce que même si ça a l'air très simple, l'idée de donner de l'argent suffisant à vivre pour tout le monde, le mécanisme en lui-même peut être assez complexe, surtout si on tient compte de la méthode de financement. Il y a aussi un autre point à relever dans ce cadre-là, c'est qu'en Suisse, il y a une difficulté supplémentaire du fait qu'on est un pays fédéral. Fédéral, ça veut dire que la Suisse est divisée en un certain nombre de cantons qui ont autorité sur beaucoup d'aspects. Ça veut dire, donc concrètement, par exemple, le système social est géré par les cantons et même souvent par des unités encore plus petites qui sont les communes. Et l'introduction de revenu de base demanderait de faire des transferts de charges du canton sur le plan fédéral, donc ça pose toutes sortes de questions aussi de réorganisation de la structure fédérale. Oui, d'accord. Donc c'est effectivement, ça va plus loin que simplement l'instauration d'un revenu de base. Ça touche carrément à l'organisation du pays. Donc c'est vrai que c'est tout un chantier. Est-ce qu'il a été question de montant dans cette initiative pour le revenu de base? On a entendu le chiffre de 2500 francs suisses par mois et par citoyen, mais est-ce que c'est présent dans l'initiative ou est-ce que c'est une discussion qui a lieu à côté de cette initiative citoyenne fédérale? Alors ce n'est pas présent dans l'initiative. Le texte en fait formule que le principe. Il rentre absolument pas dans les détails, ni du montant, ni sur des méthodes de financement. Mais en même temps, c'est pas non plus extérieur au débat parce que c'est le chiffre qui a été avancé par les initiants et par les différents réseaux en faveur du revenu de base en Suisse tout au long de la campagne. Ce qui fait que de ce fait, le message du Conseil fédéral part aussi d'une hypothèse d'un revenu de base de 2500 francs. D'accord, donc ce chiffre de 2500 francs suisses, en euros, ce serait à peu près l'équivalent, enfin 2500 euros, un peu plus ou un peu moins Non, alors en euros, ça tourne autour des 2000 euros. 2000 euros, mais d'accord. Mais il faut faire attention de ne pas faire un parallèle parce que c'est relatif aux conditions économiques. Et je voudrais signaler qu'en Suisse, on considère que le minimum vital est à peu près dans les 2300, même 2320 francs suisses. Donc c'est vraiment très proche du minimum vital, à tel point qu'avec le coût de la vie des grandes villes comme par exemple Genève en particulier et aussi Zurich, ça pourrait être insuffisant, en tout cas très serré comme moyen d'existence. D'accord, donc il ne faut pas prendre ce chiffre de 2500 francs suisses ou 2000 euros et l'appliquer à la France parce que, évidemment, le niveau de vie en Suisse, le coût de la vie en Suisse est bien plus élevé. Donc, voilà, il y a un décalage. C'est d'ailleurs peut-être une des monnaies les plus fortes du monde, le franc suisse, non ? Oui, absolument, et ça pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Et la Banque nationale, depuis 3 ans, investit fortement dans le marché d'échange pour bloquer la devise du franc suisse qui a tendance à s'envoler en tant que monnaie refuge dans cette période de crise et qui aurait pour conséquence de nuire beaucoup à l'économie qui est largement tournée vers l'exportation. Alors, et pour la question du financement de ce revenu en Suisse, est-ce que, comme tout à l'heure Thierry posait la question, je vous la pose aussi, est-ce que la question de la création monétaire, c'est-à-dire créer de la monnaie pour financer ce revenu de base, est-ce qu'elle a été évoquée du côté de la Suisse aussi ? Disons qu'elle est étudiée, elle est plus qu'évoquée, elle est étudiée, je dirais, en interne, mais pour le moment, nous n'avons pas encore communiqué extérieurement sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que ça pose aussi disons que ça introduit un autre débat et on est en train d'évaluer pour savoir quelle est vraiment l'efficacité d'introduire aussi cet aspect-là, parce que ça pourrait aussi, disons, élargir le débat, l'éloigner du revenu de base et puis aussi être un obstacle supplémentaire parce que c'est aussi un concept révolutionnaire vu qu'on n'en parle pratiquement pas. Et puis il y a aussi un autre aspect que je voudrais signaler quand même, c'est que depuis 3 mois, il y a une initiative indépendante qui a été lancée par la Suisse qui s'appelle l'initiative de la monnaie pleine
pour une réattribution du pouvoir régalien de la création monétaire à la Banque nationale. Et ce qui veut dire que, de fait, le débat va être lancé quand même. Donc on n'a pas besoin nécessairement de l'associer directement au revenu de base. Oui, effectivement, cette initiative pour une monnaie pleine, on en avait parlé à cette antenne avec André Jacolbec, notamment, qui avait expliqué exactement de quoi il s'agissait. C'est une initiative très très intéressante aussi. Et c'est vrai que le fait que les deux initiatives soient lancées parallèlement, finalement, ou en tout cas proches l'une de l'autre, fait que les deux débats sont bien séparés, ce qui peut être intéressant, puisque l'initiative pour une monnaie pleine, vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est passionnant, parce que c'est réellement révolutionnaire. Et on voit bien que la puissance de la démocratie suisse permet de mettre en avant des débats qui ne sont jamais abordés par les politiques en France. Et donc le système suisse a vraiment beaucoup à nous apprendre sur ce point-là. C'est vraiment passionnant. Et bon courage aussi pour cette initiative pour une monnaie pleine, qui est un débat qu'il faut avoir absolument, qui est très très intéressant. Alors pour revenir avec Stanislas Jourdan, qui est de retour parmi nous, en direct d'Athènes, via Skype. Stanislas, est-ce que tu voulais ajouter un mot sur ce qu'on vient de dire sur la Suisse? Peut-être poser une question toi aussi à Al-Ralf Kunding qui est avec nous. Oui, alors déjà une remarque, c'est vrai que c'est intéressant. Beaucoup de journalistes m'ont déjà posé la question, pourquoi la Suisse? Pourquoi d'un coup la Suisse c'est un pays riche, ils n'ont pas besoin de revenus de base, etc. Et au contraire, moi je trouve ça très intéressant que dans un pays où il y a un véritable mécanisme de démocratie directe, qui est donc l'initiative populaire fédérale, et ben curieusement, dans les pays dans le pays principal où il y a la démocratie directe, et ben on parle du revenu de base, on parle de création monétaire, et les citoyens signent massivement ce genre d'initiative parce qu'ils veulent qu'on en parle. Donc pour moi, il n'y a pas de mystère. C'est quand on a une démocratie qui fonctionne un peu mieux que la moyenne, on va dire, ou quand on a une démocratie tout court d'ailleurs, parce qu'on peut estimer qu'en France on n'est pas une démocratie. Et ben les citoyens s'intéressent à ce genre d'idées radicales. Donc il n'y a pas de coïncidence. C'est vraiment pour ça qu'il faut qu'on s'intéresse aussi à la démocratie directe, la démocratie participative, quel que soit le nom. Et d'ailleurs, en France, il y a des gens qui soutiennent aussi l'idée d'avoir une initiative citoyenne populaire, un référendum d'initiative populaire. Et j'invite tous les auditeurs aussi à se renseigner et à supporter ce genre de cause, parce que c'est important. On a besoin d'un mécanisme qui permette aux citoyens de se saisir de l'agenda politique et pas seulement d'élire des élus qui vont ensuite dominer notre pays pendant 5 ans, et pendant ce temps, nous, on a qu'à se taire et à les réélire une fois qu'ils ont terminé, et quand ils nous diront que oui, grâce à eux, le pays va mieux. Non, il faut que ce soit les citoyens qui s'emparent de ce genre de sujet, et malheureusement en France, on n'a pas cette possibilité, mais il faut quand même... Enfin voilà, il faut aussi en parallèle du revenu de base se battre pour une meilleure démocratie, parce que justement les idées comme le revenu de base auront encore plus de chances de voir le jour. Je vais profiter de l'antenne et que Ralph là pour lui poser une question également. J'aimerais savoir à ton avis, Ralph, quel serait l'impact d'une victoire ou d'une défaite du non au référendum d'ici, je pense, 1 an ou 2 ans, je sais pas. Et comment est-ce que tu crois que le reste du monde pourrait vous aider, et comment à remporter le référendum? Voilà, merci Stan, c'est une très bonne question, c'est justement aussi là où je voulais en venir en parlant des développements. Donc, comme il s'agit d'une initiative de principe, en supposant, ou plutôt lorsque, soyons positifs, lorsque cette votation sera aboutie, que le peuple aura choisi le revenu de base, en fait, ce ne sera pas la fin d'un processus, ce sera le début d'un processus qui pourra être très long. Parce que, comme je l'ai indiqué, avec la structure fédéraliste de Suisse et avec tous les changements que ça implique de passer à un système social conventionnel au système du revenu de base, ça demandera un énorme travail législatif pour changer beaucoup de lois et de règlements. Et ça se fera en concertation entre les parlementaires et aussi les émissions et puis les différents représentants de la société civile. Et ce processus pourrait prendre virtuellement, je ne sais pas, 10 ans, ça pourrait prendre énormément de temps, sauf, à mon avis, à mon humble avis, si les besoins de l'actualité bousculent un peu ce processus. Ce qui est aussi tout à fait plausible, c'est-à-dire que les conditions de l'économie changeant et se dégradant, c'est-à-dire que la condition du plein emploi pouvant se dégrader, ce qui est déjà d'ailleurs en route aussi en Suisse, eh bien le revenu de base pourrait devenir
non seulement une option, mais une nécessité. Et à ce sujet, je voulais aussi donc ajouter, donc c'est une espèce de parenthèse par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que les conditions de l'économie de la Suisse, même s'ils font envie à l'extérieur, sont pas aussi reluisantes que cela à l'intérieur. C'est-à-dire que les chiffres, notamment du chômage, sont mensongers, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de statistiques. Par exemple, le droit au chômage est limité dans le temps, puis les gens qui sortent de ce droit ne sont plus comptabilisés comme chômeurs. Et la pauvreté de la Suisse est aussi réelle, elle augmente. Et en ce moment, les milieux économiques se font du souci aussi pour des risques de déflation, parce que la chute dans la chute de la consommation dans les ménages est aussi inquiétante. Alors pour revenir au processus d'élaboration donc de ces lois, je pense aussi personnellement que l'acceptation de l'initiative en Suisse pourrait être un formidable coup d'accélérateur pour le revenu de base dans le monde entier. Et il est même tout à fait possible et plausible qu'il soit à ce moment-là adopté et instauré pratiquement plus vite dans un autre pays que au bout de cette longue procédure en Suisse. Donc se battre pour le revenu de base en Suisse est se battre pour le projet mondial. Et j'ajoute encore que de toute manière, les mécanismes même du revenu de base font que c'est très difficile de l'introduire dans un seul pays pour les problèmes d'immigration tout à fait évidents. Alors, d'une manière générale, le revenu de base, il faut le voir comme un projet commun mondial. Et il y a aussi un élément, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Ralph Koenig, il y a aussi un élément de ce changement de monde que l'on voit, c'est la mécanisation de beaucoup de travail, et ce qui explique aussi la montée du chômage, le fait que beaucoup de métiers soient mécanisés, ou qu'en tout cas une personne puisse faire aujourd'hui le travail qui nécessitait 5 personnes hier, et tout ça évidemment ça va nous mener à une société dans laquelle on aura moins besoin de travailler, mais on le voit bien qu'on est dans une période de transition, et que pour faire que cette transition soit la moins douloureuse possible, finalement, le revenu de base paraît un outil excellent pour ça, pour faire que cette transition soit la moins douloureuse, cette transition d'un monde où on pouvait avoir le plein emploi dans les années 70-80 à un monde où le plein emploi ne sera plus qu'une chimère. Et cette idée qu'on pourrait tous travailler 40 heures par semaine, l'intégralité de la population, elle est en train de disparaître un petit peu, cette idée. On se rend bien compte qu'on a atteint les limites de ce modèle-là. Ralph. Oui, tout à fait. Mais je dirais aussi que il y a des milieux, enfin, il y a des collectifs qui luttent ou qui cherchent à amener la décroissance. Et disons, personnellement, je fais partie plutôt des personnes qui pensent, peut-être comme vous, Stan, que la décroissance on n'a pas besoin de travailler pour. En fait, elle est déjà là. Oui. On a vécu des périodes économiques tout à fait exceptionnelles et de croissance aussi tout à fait exceptionnelles qui sont liées à l'exploitation d'énergies non renouvelables, principalement fossiles, et puis qui sont vraiment très limitées dans le temps. Et de toute manière, ce modèle de croissance est invivable, à la fois pour les questions d'énergie, aussi pour les questions d'écologie, par rapport à la production des déchets, la consommation d'autres ressources naturelles. De toute manière, on est au bout de ce modèle. Il faut trouver une transition, et le revenu de base est la transition, en tout cas à notre avis, qui est vraiment la plus appropriée et la plus adaptée en fait à une situation de non plein emploi, qui en tout cas devrait aussi être associée avec des réformes sur le plan économique, comme on en a parlé tout à l'heure, comme notamment pour la question de la réappropriation citoyenne de la création monétaire, parce que dans le mécanisme actuel, l'économie ne peut fonctionner que dans le mode de croissance à cause du système des intérêts bancaires. Alors je rappelle que le standard est ouvert aux auditeurs pour qu'ils puissent poser leurs questions en direct au 08 92 23 95 20, leurs questions sur le revenu de base d'une manière générale, et évidemment sur cette initiative populaire fédérale en Suisse qui promet d'instaurer un revenu de base. Je voulais lire simplement le texte de l'initiative parce qu'il est assez court. Donc voilà le texte qui a été déposé le 11 avril 2012, donc initiative fédérale pour un revenu de base inconditionnel, publié dans la feuille fédérale. Je vais vous le lire, ça fait 3 lignes. La Constitution est modifiée comme suit. Article 110A, un nouvel article donc, revenu de base inconditionnel. 1. La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. 2. Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. 3.
la loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base. Voilà, ça c'est pour le texte qui avait été donc publié dans la feuille fédérale le 11 avril 2012. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais je vais le répéter, le texte a donc été, je ne sais pas quel terme technique, mais en tout cas, il a recueilli le nombre de signatures suffisant et il a été validé il y a un an. Cet été, le Conseil fédéral a donné son rapport qui est consultatif, qui sera publié avec le texte de loi, mais qui est consultatif. Ça, c'est vrai que ça nous étonne beaucoup, nous, Français, parce que en général, c'est l'avis du peuple en France qui est consultatif et l'avis des politiques qui a valeur de loi. En Suisse, on voit que c'est l'inverse et moi, je trouve ça fascinant à titre personnel. Vraiment, c'est très intéressant de voir que c'est clairement les politiques qui sont dans un rôle consultatif que l'on va consulter, mais c'est finalement toujours au peuple qu'il appartient de voter les lois, ce qui est tout de même la preuve d'une démocratie réelle et non pas d'un semblant de démocratie ou de gouvernement représentatif tel qu'on l'a actuellement en France. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant et je pense que ça fera réagir certains de nos auditeurs qui, je le rappelle, peuvent intervenir au 08 92 23 95 20. Alors, Ralph Koedig, finalement, ce vote, ce référendum, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va avoir lieu? C'est dans les mois, les années à venir? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a déjà une date qui a été arrêtée? Non, on ne le sait pas encore parce qu'on n'est pas à l'issue de la procédure parlementaire. Donc la prochaine étape, c'est que ça va être discuté au niveau du Parlement. Ça va être discuté. Il y a une commission qui va être formée pour étudier la question et le présenter ensuite en séance plénière. Et lorsque cette procédure sera terminée, à ce moment-là, ça pourra être agendé. Mais les perspectives les plus probables seraient d'avoir un vote d'ici 1 ou 2 ans maximum. D'ici 1 ou 2 ans maximum. Donc avant 2017, en théorie, on devrait voir ce référendum voté en Suisse, cette votation avoir lieu en Suisse. Ça peut arriver très vite. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. C'est très intéressant de voir que ça se fait très vite. Et alors, est-ce qu'il y a déjà eu des sondages qui ont été faits sur la population suisse pour voir quels pourraient être les résultats de ce référendum? Ou est-ce qu'on attend finalement que le référendum soit déjà annoncé avant de faire ce type de sondage? Est-ce qu'on sait finalement si cette initiative a une chance de l'emporter? C'est ça la question que beaucoup de gens se posent. Disons qu'on ne le sait pas par sondage, mais on le sait un peu par rapport aux acteurs politiques. Disons qu'il y a une forme de consensus général que dans la situation actuelle de l'opinion publique, cette initiative, on lui donne aucune chance. Je le dis franchement, parce que ce qui explique aussi pourquoi le message du Conseil fédéral est un peu superficiel. Disons qu'il traite un peu le projet par-dessus la jambe, comme si c'était pas vraiment quelque chose qui avait des chances d'aboutir. Mais ceci est directement lié au fait que pour l'ensemble du peuple, cette initiative est pour le moment inconnue. À part les personnes qui ont signé l'initiative, et encore avec quelques réserves, dans le sens qu'il y a certaines personnes qui signent des initiatives en Suisse parce qu'elles sont positivement pour le débat, sans forcément rentrer dans les détails de telle ou telle initiative. Mais donc il y a quand même un nombre restreint de personnes en Suisse qui sont au courant vraiment du contenu de l'initiative. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas encore de sondage. Il faut préciser que les campagnes pour les votations en Suisse se font à peu près, on peut les délimiter dans les 6 semaines précédentes une certaine votation, pour plusieurs raisons, mais notamment aussi parce qu'on a des votations régulières, 3 ou 4 fois par année, et puis donc chaque votation a sa campagne avant, et puis les débats dans les médias se concentrent sur chaque sujet les uns après les autres. Puis c'est aussi la période où il y a un consensus pour que tous les médias puissent en parler. Donc, une des difficultés qu'on a, une grande difficulté en Suisse, c'est d'arriver à pénétrer la population avec l'idée du revenu de base, donc d'informer. Et là, je voudrais juste faire part aussi d'une petite réserve par rapport à cette image idyllique de la démocratie suisse. C'est vrai qu'on a un énorme avantage de pouvoir s'exprimer populairement sous forme d'initiative et de référendum, mais il faut aussi considérer que c'est pas facile de faire signer 100 000 signatures, par exemple. Ça demande certains moyens, une certaine quantité de personnes, ce qui fait qu'en pratique, la plupart
plupart des initiatives sont issues du sérail politique, c'est-à-dire que sont lancées par des organismes politiques, soit des partis, soit des syndicats ou d'autres organismes de ce type qui ont des moyens, ce qui fait que ça limite déjà aussi le côté vraiment populaire. Sur l'ensemble des initiatives dites populaires en Suisse, il y en a, je sais pas, peut-être que 5% qui sont vraiment issus du peuple, c'est-à-dire qui sont indépendantes de tout organisme. Puis il y a encore un autre aspect qu'il faut aussi marquer dans les réserves, c'est que notre Parlement, comme les parlements de la plupart des pays, sont aussi largement sous la tutelle de lobbies. C'est des lobbies économiques qui sont en relation étroite avec les parlementaires, qui fait que les marges de manœuvre des parlementaires sont aussi limitées. Mais par contre, l'intérêt direct de ces consultations populaires, c'est de pouvoir mettre dans le débat public un sujet qui, sinon, n'aurait jamais été dans le débat public. Ça, c'est extrêmement important. Et un des objectifs de notre initiative pour le revenu de base, c'est aussi l'objectif à long terme. C'est de faire en sorte que ce sujet soit débattu publiquement, qu'il vienne vraiment sur la place publique, de manière à ce que nul après cette votation en Suisse, puisse encore ignorer ce que c'est que le revenu de base. Ce qui fait que le cas échéant, si c'est nécessaire, ce sera tout à fait opportun de faire une deuxième initiative après. Et pour rappel, par rapport à l'évolution justement politique qu'il peut y avoir dans notre pays, l'AVS, qui est en fait le principe d'assurance vieillesse et pour les survivants en Suisse, donc c'est vraiment un acquis social très important que nul ne contesterait aujourd'hui. Il a dû être tenté d'être soumis 3 fois en initiative au peuple avant d'être finalement accepté, même dans l'urgence. Oui, donc c'est un combat qui se lance sur le long terme et effectivement, chaque initiative aura pour but et aura sans doute atteint ce but d'ailleurs, de faire parler à tous les citoyens de ce sujet, de leur faire connaître ce sujet déjà, ce serait bien, et effectivement de, par la même occasion, faire avancer petit à petit, initiative après initiative, cette idée dans l'inconscient populaire des citoyens suisses. Et c'est très intéressant de savoir qu'on peut relancer ensuite une initiative si une première a échoué. On voit que c'est vraiment que la Suisse est vraiment bien plus démocratique que la France, enfin est une démocratie, tandis que la France, elle, ne saurait l'être, pour citer la BCIS. Justement là-dessus, je me posais une question aussi. Les médias, avant la campagne, avant 6 semaines avant le référendum, n'ont pas obligation de traiter cette initiative. Vous l'avez dit, vous votez 3 à 4 fois par an sur ce type d'initiative, donc on comprend bien que les médias ne peuvent pas accorder la même place à toutes les initiatives. Cependant, est-ce que les médias suisses s'intéressent dès maintenant au revenu de base, ou est-ce que c'est difficile d'organiser des débats à ce sujet? Il y a un peu, comment dire, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de la couverture des médias pour des projets politiques liés à des initiatives. Donc là, je parle en particulier des médias d'État. Il y a des espèces de, je dirais, comportements types liés à la neutralité d'opinion que les médias d'État sont censés avoir, qui fait que ça limite les possibilités aussi de parler de sujets politiques qui sont liés à des initiatives. Ce qui veut dire que dans le cas d'une initiative, en général, les médias couvrent le sujet lors du lancement de l'initiative. Ensuite, au moment du dépôt de l'initiative, si le dépôt est fait avec succès. Et puis ensuite, finalement, dans la campagne avant les votations. Ceci dit, ça n'empêche pas d'introduire le sujet dans les médias de différentes manières. D'abord dans les médias qui ne sont non d'État, et puis aussi dans les autres médias, mais ça nécessite certaines techniques de communication, comme par exemple la capacité de faire le buzz. C'est très important dans le sens que les médias s'intéressent, on le sait très bien, seulement à ce qui est susceptible, en fait, ce qui est communicant. Donc il faut trouver des méthodes pour rendre le sujet très communicant. Et c'est pour ça notamment que vous aviez aussi amené un camion rempli de pièces, si je me souviens bien, au moment du dépôt de cette initiative. C'est bien ça ? Oui, exactement. C'était une des méthodes aussi pour attirer l'attention. Et là, on est en train d'étudier aussi la manière d'atteindre en fait les parlementaires. Les emails des parlementaires sont publics, donc le résultat, c'est qu'on peut leur écrire, mais ils reçoivent tellement de courriels qu'il faut arriver encore à capter leur attention. Et je discutais encore hier soir de la stratégie possible avec un des parlementaires qui est très intéressé par ce débat, qui est le vice-président du Parti écologique en Suisse, Monsieur Robert Kramer.
Et donc toute stratégie pour attirer l'attention sur ce sujet est la bienvenue. Comme vous le dites, faire le buzz, faire de la polémique sur Internet, réussir à motiver les réseaux sociaux, à enflammer le débat sur Internet. C'est comme ça évidemment que cette initiative va progresser et va gagner de nouveaux adhérents de jour en jour. Alors une question, on va revenir un peu sur le débat un peu plus technique sur le revenu de base. Une question qui m'a été posée par un auditeur hors antenne, c'est Thierry qui était déjà intervenu tout à l'heure, donc je ne pouvais pas le laisser réintervenir, mais sa question me paraît intéressante. Et je vous la pose à tous deux, Stan et Ralph. Cette question, c'est celle de l'indexation. Est-ce que l'idée d'indexer le revenu de base sur tel ou tel indicateur pourrait être intéressant, notamment peut-être sur la démographie? Pourquoi pas réfléchir en ces termes-là, c'est-à-dire plus il y a d'individus et plus il faut créer de monnaie, ou simplement sur l'inflation, indexer le revenu de base sur l'inflation pour éviter qu'une trop grande inflation ne vienne plomber finalement le revenu de base. Alors je ne sais qui veut répondre en premier, peut-être Stanislas, sur l'indexation donc du revenu de base sur tel ou tel indicateur économique. Alors, effectivement, c'est une des questions clés. C'est une fois qu'on a mis en place le mécanisme de financement, comment on va ajuster année après année, le montant du revenu de base. Et moi, là-dessus, je pense la théorie qui me semble la plus pertinente et ouais, vraiment la plus poussée sur cette question, c'est celle de la théorie relative de la monnaie, qui est écrite par Stéphane Laborde, un ingénieur français, qui lui part du principe que le revenu de base, finalement, c'est une manière de rendre le système monétaire parfaitement démocratique, dans le sens où il respecte l'égalité de chaque participant à ce système monétaire. Et donc, du coup, ce raisonnement le conduit à dire, en fait, au fond, le revenu de base doit correspondre à un pourcentage de la création monétaire année après année. Et de sorte que tout au long de notre vie, on aura reçu la même proportion relative de monnaie que son grand-père, que son voisin. C'est-à-dire qu'il y aura une égalité dans le système monétaire, à la fois dans un instant T, et sur tout le territoire donné, mais également une égalité entre générations. Et donc effectivement, dans ce schéma-là, pour répondre plus simplement à la question, l'idée serait que le calcul du montant de revenu de base dépende de l'espérance de vie des habitants et du nombre d'habitants dans la population, de sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, en fait. Ralph Koenig, sur la même question, Oui, la question de l'indexation. Oui, alors en tout cas, c'est une des raisons aussi majeures qui fait que on n'a pas articulé de chiffres dans le texte de l'initiative. C'est justement parce que ce chiffre doit pouvoir être adapté en fonction des conditions de l'économie. Et il y a différentes possibilités d'indexation, soit sur le montant du PIB, sur le pouvoir d'achat. Enfin, il y a différentes approches. Ça peut être un accrochage direct ou bien progressif. Ça, c'est à discuter. Mais par contre, les propos qui viennent d'être dit par Stan m'interrogent aussi, parce que la question que je me pose, c'est que si on finance le revenu de base par la création monétaire, vu que celle-ci est liée aussi à la croissance, comment est-ce que ça peut fonctionner dans un modèle de société en décroissance? Oui, c'est aussi, ça c'est vrai que c'est un débat qui est un peu à côté, mais il est très intéressant aussi, il est fondamental même ce débat, comment on vit dans une société sans croissance, comment on vit en équilibre et en harmonie dans une société sans croissance. Et vous l'avez dit, la décroissance, il n'y a pas besoin d'aller la chercher avec les dents, pour paraphraser, on est dedans, on vit dedans. Donc comment on fait pour vivre dans ce monde où il n'y a plus de croissance, et comment on fait en sorte effectivement de pouvoir indexer le revenu de base sur la croissance s'il n'y a plus de croissance. Donc comment on pallie à tout ça? C'est un débat fondamental et passionnant. Alors, nous allons accueillir Romain. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure à passer ensemble. On va accueillir Romain, un auditeur qui souhaite poser ses questions et qui nous a appelé au 08 92 23 95 20. Bonjour Romain, bienvenue à toi. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous pensez qu'on peut l'instaurer dans un seul État, ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit de manière internationale? Voilà, c'est ma question. Alors c'est intéressant puisque la Suisse essaye de l'instaurer dans les frontières de son État, mais est-ce qu'à terme, effectivement, il ne faudrait pas que ce soit au minimum dans toute l'Europe que ce type de revenu de base soit instauré? Je pose d'abord la question à Ralph Koenig.
Ça me paraît parfaitement patent que le revenu de base doit être instauré dans une communauté économique. Et en particulier, la Suisse et l'Europe a des relations très très étroites. Même si la Suisse n'est pas en Europe, il y a tout un train d'accords bilatéraux qui fait qu'on peut vraiment parler d'une économie partagée. Et c'est techniquement très difficile d'instaurer le revenu de base dans un seul pays, même si c'est pas absolument impossible. Mais on part aussi un peu, en tout cas dans les milieux qui soutiennent le revenu de base en Suisse, on part dans l'idée que c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un processus commun. Et puis, ne serait-ce que parce que le questionnement qui est posé dans nos économies est le même actuellement. C'est-à-dire qu'on est lié à la même économie européenne et mondiale et donc on a tous exactement les mêmes perspectives économiques, même si apparemment en Suisse les contre-coups des soubresauts de l'économie mondiale est un peu différé. Mais donc pour répondre à la question, de notre point de vue, c'est largement souhaitable que le revenu de base soit instauré dans une communauté économique élargie et aussi à terme dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est quand même possible de le tenter sur localement? Alors on a étudié. Oui. Oui, parce que j'ai un écueil, parce qu'il faudrait une condition à ce moment-là sine qua non, c'est qu'il serait réservé à la nationalité du pays. Sinon, effectivement, on verrait peut-être le danger de tuer l'expérience dans l'œuf par un afflux des gens frontaliers les Français par exemple, qui iraient en Suisse pour espérer expérimenter, quoi. Alors, c'est une très bonne question et déjà, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, nos amis français viennent déjà très nombreux en Suisse pour trouver du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que l'attractivité économique de la Suisse et de l'emploi est déjà au top. Pour exemple, il y a des personnes qui viennent de l'Europe, qui sont prêts à venir, qui sont des personnes hautement qualifiées, qui sont prêts à dormir sur les ponts en hiver dans l'espoir d'avoir un travail de serveur. Donc, il y a déjà une forte tension sur ce plan-là. Maintenant, on a étudié des possibilités techniques de pouvoir néanmoins envisager un revenu de base en autarcie en Suisse, et on est obligé, puisque c'est ce qu'on propose actuellement au niveau du pays, donc il faut qu'on ait une réponse à ça. Et la réponse, c'est que, je ne veux pas peut-être refaire toute la théorie du revenu de base, mais en fait, en bref, lorsqu'on reçoit un revenu de base, le salaire devient un complément du revenu de base, une composante. Et donc, les salaires vont être un peu diminués, dans la plupart des cas, pour devenir un complément du revenu de base, sauf dans les bas salaires. Ce qui signifie que si des travailleurs étrangers viennent travailler en Suisse, il faudra qu'ils aient l'équivalent du revenu de base, mais intégré au salaire pour qu'ils soient exactement sur le même plan de concurrence par rapport à l'emploi. Ça, c'est non seulement important sur le plan éthique, mais c'est aussi tel que c'est défini dans les accords qui nous lient justement de libre-échange avec l'Europe. Et puis, alors ensuite, on peut concevoir un délai, ce qu'on appelle un délai de carence avant que le revenu de base soit réellement accordé à une personne. On parle en général de 3 à 5 ans. Ça veut dire que si une personne vient en Suisse qui immigre légalement, pendant cette durée de temps, elle recevrait le revenu de base conditionnellement lié à son travail. Et si elle n'a pas de travail, à ce moment-là, elle serait au régime habituel qui est aussi impliqué dans les accords internationaux, c'est-à-dire qu'elle devrait profiter aussi de l'aide sociale. Donc il y aurait ce délai de carence dans lequel les personnes ne seraient pas désavantagées, mais n'auraient quand même pas le bénéfice de l'inconditionnalité. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec votre charte, parce que j'ai consulté votre site, qui dit bien qu'il n'y a aucune conditionnalité? Là, vous seriez obligé d'en mettre une, au moins une. Oui, c'est exact. C'est vrai. C'est l'exception qui confirme la règle. Dans le cas où il y a un revenu de base dans un seul pays, il y a nécessairement cette condition-là, qui est effectivement une condition, alors que ça devrait être inconditionnel. Et alors, j'en profite pour en évoquer une autre, qui est aussi nécessaire dans un cas du revenu de base dans un seul pays. C'est aussi la condition que les bénéficiaires soient effectivement réellement domiciliés dans le pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un Suisse touchant le revenu de base et aller le dépenser en Thaïlande ou au Brésil. Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. On va quand même écouter Stanislas sur ces questions que posait Romain. Stanislas.
Oui, alors nous en France, on est très actif aussi dans le réseau européen du revenu de base, donc c'est-à-dire qu'on milite pas seulement pour la restauration au niveau de la France, qui peut-être, à la différence de Ralph, je suis peut-être plus optimiste sur la possibilité, mais bon, c'est peut-être que la France est un plus grand pays, donc je pense qu'en France, on aurait totalement la capacité de mettre en place un revenu de base seul, et sachant que moi je crois beaucoup à l'effet tache d'huile qui y aurait après, c'est-à-dire que peut-être qu'à court terme, il y aurait quelques effets migratoires, etc., mais je ne crois pas que déjà à long terme, ce serait une tendance de fond. Et puisque quand on demande aux immigrants pourquoi ils viennent en France, c'est souvent plus par rapprochement familial ou parce qu'ils connaissent le français que genre, simplement parce qu'ils connaissent qu'il y a le RSA et que c'est 450 euros. Enfin, voilà, je pense il faut un peu remettre à sa place cet élément-là parce que c'est pas dans la réalité. Les immigrants africains, par exemple, ne viennent pas en France pour ça, parce qu'au contraire, ils veulent venir travailler en général pour envoyer de l'argent à leur famille au pays, et c'est pas avec un revenu de base qu'ils vont pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Donc ils voudront travailler. Mais hors ça, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est aussi important de travailler au niveau européen pour avoir la mise en place d'un revenu de base au niveau européen, puisque ça constituerait là pour le coup une vraie réponse à la crise de l'euro. Puisque en fait le problème c'est qu'en Europe on n'a pas, et tout particulièrement dans la zone euro, on n'a pas du tout de dimension sociale. On a une monnaie commune, c'est très pratique pour les banques et les grandes entreprises, les firmes, mais pour les citoyens, on n'a pas la contrepartie qu'on devrait avoir, c'est-à-dire un système de redistribution. Puisque du coup, c'est ça qui fait que ici, en Grèce, l'argent quitte le pays à cause des problèmes de compétitivité, parce que la Grèce, même si les Grecs travaillent 40 heures par semaine, voire même 50, ils ne seront jamais aussi productifs que les Allemands. Voilà, ça, il faut oublier. Donc, à partir de ce constat-là, les politiques d'austérité ne servent à rien. Elles font au contraire un effet de spirale dans la récession. Donc le seul moyen d'avoir une zone euro, d'avoir une zone monétaire sans ce genre Stan, de déséquilibre, il faut que entre pays on partage une monnaie, il faut qu'il y ait des transferts d'argent de l'Allemagne vers la Grèce, etc. Et le moyen le plus simple et le plus efficace de le faire, bah, c'est par un revenu de base européen. Donc voilà, nous on milite aussi pour ça. Il y a une proposition qui s'appelle l'eurodividende, qui a été écrite par un Belge qui s'appelle Philippe Van Paris. Donc voilà, je vous invite, je vais peut-être pas trop détailler parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais voilà, je vous invite à chercher ça sur Google, vous trouverez eurodividende et vous verrez un peu comment ça pourrait fonctionner, d'avoir un socle de revenu de base européen que chaque pays compléterait ensuite. Voilà. Alors c'est une idée très intéressante, on fera sans doute une émission à ce sujet sur l'euro-dividende, c'est aussi une idée passionnante. Et pour terminer, pour parler justement de monnaie, puisqu'on voit bien que la question monétaire et la question du revenu de base sont intimement liées. On l'évoquait tout à l'heure avec Ralph et avec cette idée cette initiative citoyenne sur une monnaie pleine qui est débattue en ce moment en Suisse et qui va être votée dans quelques temps. On voit bien que la monnaie et le revenu de base sont très liés, et comme le disait Romain, est-ce qu'il faudrait aussi éviter que des gens touchent un revenu de base en France et aillent le dépenser en Italie ou au Vietnam ou je ne sais où. Donc évidemment ça se pose comme question, et Paul Ariès lui avait une idée, enfin c'est pas le seul à l'avoir eu, mais en tout cas il l'a formalisé ainsi. Il disait pourquoi ne pas donner une partie de ce revenu de base en euros si c'est notre monnaie, et une autre partie dans une monnaie fondante ou une monnaie locale. Est-ce que c'est des idées aussi que vous travaillez les uns les autres? Peut-être commencer par Ralph et après écouter le point de vue de Stan là-dessus. Donner une part du revenu de base dans une monnaie fondante qu'on ne pourrait pas garder et dans une monnaie qu'on ne pourrait dépenser que localement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez à ça aussi du côté de la Suisse et du côté du bien? On n'y pense pas directement, bien qu'on collabore étroitement avec des milieux qui sont en faveur de l'instauration de monnaies locales et fondantes. Mais il faut dire qu'en Suisse, ces monnaies sont peu développées. On a une monnaie de ce type-là, le VIR, qui a été conçu pendant la dernière guerre et qui continue à fonctionner un peu en circuit fermé au niveau des entreprises. Mais la Suisse a aussi certaines difficultés, comme par exemple d'être un petit pays et puis d'avoir beaucoup de zones frontières et une économie qui est partagée entre plusieurs pays. Et par exemple, il y a un groupe qui travaille sur le principe de la monnaie locale à Genève, et pas seulement à Genève et environ. Donc c'est une des difficultés
difficulté à résoudre, c'est comment faire pour avoir une monnaie locale qui soit à cheval entre deux pays, ce qui pose beaucoup de problèmes aussi au niveau de la législation. Donc, pour résumer, on est tout à fait intéressé par la question, mais pour le moment, on n'a pas encore vraiment de solution pratique. D'accord, ça a coupé pour Ralph. On arrive à la fin de l'émission, je le rappellerai pour lui dire au revoir dans quelques instants. Stan, même question sur les monnaies fondantes, les monnaies locales qui serait possible de dépenser uniquement dans un certain lieu ou dans une certaine région déterminée à l'avance pour éviter justement qu'on accumule ainsi du revenu de base pour aller le dépenser là où la monnaie est moins chère, c'est-à-dire ne pas créer des déséquilibres trop importants par cette distribution massive de monnaie tout de même, il faut bien le dire, qui tomberait chaque mois pour tous les citoyens d'un pays. Oui, alors moi je suis personnellement favorable, en tout cas en partie, et dans le mouvement, il y a l'un des membres fondateurs du mouvement français par revenu de base, il s'appelle Frédéric Bosquet, et lui-même a créé la monnaie Sol Violette à Toulouse, une monnaie locale qui fonctionne maintenant depuis quelques années et qui a permis de refigurer un peu l'économie locale. Donc c'est effectivement une bonne option, en tout cas un bon bonus, un bon joker à mettre en place à côté du revenu de base. Et concrètement, ça pourrait prendre la forme de dire, on va donner un revenu de base aux gens, et on va dire que partout où il y a une monnaie locale, les collectivités publiques pourraient abonder ce revenu de base à un montant, par exemple, de 15%. Dire 15% du revenu de base, on va le donner en plus et en monnaie locale. Et ce qui effectivement, comme tu l'expliquais, ça évite que cette monnaie, on peut pas la dépenser à l'étranger. Donc du coup elle va rester dans le circuit local. L'avantage des monnaies locales aussi, c'est que alors ça dépend comment les monnaies sont faites, mais ce genre de monnaie souvent elles sont attachées à une charte éthique ou une charte éthique, environnementale, sociale, qui en fait fait que les commerçants qui rejoignent le système s'engagent à respecter un certain nombre de critères de respect des droits de l'homme, de respect de l'environnement, etc. Donc ça orienterait du coup l'économie vers des entreprises vertueuses, on va dire, pour la société. Ouais, et ne pas oublier que la monnaie est un outil, tout dépend de ce qu'on en fait, et que la monnaie doit être au service d'un projet. Là, voilà, c'est aussi important de le rappeler, le type de monnaie que l'on choisit doit se mettre au service d'un projet politique plus vaste. Donc si on choisit de rentrer dans une société du revenu de base, il faudra aussi que la monnaie s'adapte à ce type de société, et que la monnaie serve à servir les buts, les valeurs que l'on se sera choisi pour notre pays, et pour l'Europe, pour notre continent, on pourrait même dire, et pour le monde entier, pourquoi pas un jour. Bien, on arrive à 16h, c'est la fin de l'émission. Merci infiniment Stanislas Jourdan. Même à Athènes, tu réponds présent pour faire l'émission. Donc merci à toi. Merci évidemment aussi à Ralph Koenig qui a coupé, bon c'était la fin de l'émission, donc c'est sans gravité. Merci beaucoup à lui, et on reparlera évidemment de cette initiative citoyenne en Suisse. On la suivra pas à pas, cette initiative, en espérant qu'elle arrive à bon port d'ici quelques années. Après pourquoi pas une deuxième, voire une troisième mouture, si c'est comme l'assurance vieillesse que, comme nous disait Ralph, personne aujourd'hui ne la remet en cause. Ça a mis trois coups pour y arriver. Ben, peut-être que le revenu de base mettra 3, 4, 5 coups avant d'être mis en place en Suisse. En tout cas, tout ça avance, et on est dans une période passionnante pour ceux qui aiment l'évolution sociale, qui aiment les acquis sociaux. Et voilà, on est dans une nouvelle phase d'attaque, j'ai envie de dire, où on n'est plus sur la préservation de ce qui existe, mais sur l'envie de conquérir de nouveaux territoires. Et je pense que ce combat social, il est passionnant, il est superbe. Et donc merci beaucoup Stanislas, Ralph, Béatrice Duparc, Amarou Mbappé, Baptiste Milondo, Paul Ariès, tous ceux qui parlent de ça et qu'il faut avancer ces questions-là, tous les militants qui au jour le jour travaillent pour ça. Voilà, on les salue du fond du cœur et on les remercie pour leur travail, et on continuera ici à Radio et maintenant à leur donner la parole quand ils le souhaitent, bien évidemment. Merci beaucoup Stan. Merci tout le monde. Et à très bientôt. Salut à toi. Et merci évidemment aussi à Ralph Koenig qui donc nous a quittés juste avant la fin de l'émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Enfin, moi, je prendrai la suite dans quelques instants. En tout cas, pour cette partie sur le revenu de base, on s'arrête là et on se donne rendez-vous dans quelques instants, après une pause musicale, pour changer complètement de sujet sur Radio Ici et Maintenant. Vous écoutez donc la revue de presse interactive économique en direct aujourd'hui. Et nous allons parler dans quelques instants d'économie toujours, mais on va parler de la dette et on va parler du nouveau budget du gouvernement qui a été voté tout à l'heure. On va en discuter dans quelques instants. Laissez-moi juste placer une petite musique et on y va